questions que vous avez déjà? Non. En fait, il n'y a aucune question sur la science, sur la recherche, pardon. Enfin, sur la science, c'est pareil. Est-ce que... Mais ça sera après, alors, les traitements, c'est à la fin. En fait, on va les... c'est Christine Villon qui va les... Oui, oui, c'est ça. Voilà, elle va être là. Allô, allô. Est-ce que vous m'entendez? Ah, très bien. Bonjour à tous. Merci de vous installer pour qu'on ne prenne pas trop de retard. En fait, on va commencer par les biomarqueurs diagnostiques. Alors, merci d'avoir fait le silence. Je suis Valérie Lespèce, je suis journaliste spécialisée en santé et je suis à APM News, un média spécialisé pour les professionnels de santé. Et je suis ravie d'être avec vous ce matin pour cette séquence sur la recherche. On a vu dans la table ronde précédente l'importance de la recherche puisque de nombreux intervenants ont cité des études sur lesquelles ils s'appuyaient pour montrer l'efficacité d'un traitement ou d'une conduite à tenir. Alors, nous, on va discuter donc des avancées, des grandes tendances de la recherche en matière de santé mentale et surtout de psychiatrie. On accueille 5 psychiatres chercheurs qui vont nous partager leurs travaux, chacun dans leur spécialité, et ce qui nous permettra de faire un bon tour du sujet. Alors, nous avons le docteur Déborah Decaze qui est tout là-bas. Vous êtes psychiatre au CHU de Montpellier. David Zekeli. Vous êtes à côté de moi. Vous travaillez au centre hospitalier Princesse Grâce de Monaco. Stéphane Mouchabak, vous êtes psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Professeur Chantal Henry, vous travaillez au GHU Psychiatrie Paris et Neurosciences. Éric Facra, vous êtes là. Vous êtes psychiatre au CHU de Saint-Étienne. Et nous avons également avec nous Christine Villon. Vous n'êtes pas psychiatre. Vous serez la voix des patients sur cette table ronde. Vous êtes présidente de France Dépression. Alors, on va commencer tout de suite. On va aborder la discussion par objectif de recherche et pas par pathologie, pour que ce soit plus parlant pour tout le monde. Et puis aussi, vous verrez les liens en fait entre les différents travaux de recherche qui dépassent largement les pathologies. On va essayer d'être pédagogique et clair. On va essayer aussi d'éviter les faux espoirs, mais tout en donnant quand même de l'espoir. Alors, on va d'abord se concentrer sur le dépistage et le diagnostic. Et on va commencer par vous, professeur Chantal Henry. Vous travaillez, je le disais, au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences. Alors, en recherche, on parle beaucoup de biomarqueurs. D'ailleurs, on en a parlé à la table ronde précédente. Mais je ne suis pas sûre que tout le monde sache vraiment ce que ça veut dire, ce que c'est un biomarqueur. Et donc, expliquez-nous déjà ce que c'est un biomarqueur. Et puis après, sur quel type de biomarqueur vous travaillez pour le dépistage et le diagnostic de quelle maladie. Mais d'abord, c'est quoi un biomarqueur? D'accord, ok. Alors d'abord, bonjour à tous. D'abord, il faut reposer les choses. À l'heure actuelle, en psychiatrie, le diagnostic reste un diagnostic clinique. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est un diagnostic clinique? J'ai souvent l'habitude de dire qu'on travaille, pour l'instant, en tous les cas, un peu à main nue, c'est-à-dire que c'est un entretien où on va chercher des symptômes. Alors, l'entretien est en général libre, mais on peut utiliser aussi des outils qui sont plus ou moins structurés. Ça veut dire qu'on peut avoir des questionnaires qui aident un clinicien à poser de manière systématisée toutes les questions pour arriver à affiner un diagnostic. On peut utiliser aussi des échelles, mais à ce moment-là, les échelles en fait, permettent d'évaluer la sévérité d'un trouble. Alors, par exemple, pour la dépression, on utilise souvent la MADRS, Montgomery, peu importe, c'est le nom de l'auteur. Et c'est une échelle qui permet de quantifier la sévérité. Et ça permet, quand on utilise ce type d'outils, d'évaluer la symptomatologie qui va changer au cours du temps et quand elle s'améliore. Il y a aussi des outils que peuvent utiliser les patients pour s'auto-évaluer. Et ça peut être extrêmement important, alors qu'ils peuvent être déclinés sous forme papier ou il y a des applications aussi qui permettent d'évaluer ces choses-là. Mais pour l'instant, le diagnostic est un diagnostic clinique. Quand on fait des examens complémentaires en psychiatrie, c'est pour faire des diagnostics différentiels. Un premier épisode psychotique, on va faire en général une IRM cérébrale pour voir s'il n'y a pas une pathologie tumorale ou autre qui pourrait expliquer au mieux cette symptomatologie. Donc, évidemment que pour
en psychiatrie, comme dans les pathologies somatiques, on cherche des biomarqueurs. Alors, c'est quoi des biomarqueurs? C'est quelque chose qui va permettre, en fait, de confirmer, en général, le diagnostic. Si vous avez une symptomatologie qui évoque une hypothyroïdie, le médecin va vous prescrire une prise de sang, il va demander une TSH, ou les hormones thyroïdiennes, pour faire plus simple. Et là, il va pouvoir confirmer ou infirmer ce diagnostic. Donc, c'est une signature individuelle, c'est-à-dire un individu va aller faire une prise de sang ou va aller faire une imagerie cérébrale, et là, on va pouvoir confirmer ou infirmer le diagnostic. En psychiatrie, où en est-on en fait? En psychiatrie, on fait beaucoup en recherche, en tous les cas. On fait de l'imagerie, on fait pas mal de recherches sur des marqueurs sanguins, mais jusqu'à présent, il y avait uniquement des différences en termes de groupe, c'est-à-dire qu'en imagerie, peut-être que Eric Facra nous en parlera tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir des différences qu'il y a entre un groupe de sujets qui n'a pas la pathologie et un groupe de sujets qui présente cette pathologie. Donc, on va voir des petites modifications. Mais par exemple, si on envoie un patient en fait pour faire une IRM ou un scanner, on ne pourra pas dire qu'avec les résultats de cette IRM ou ce scanner, il a une schizophrénie ou un trouble bipolaire ou un trouble de l'humeur. Donc, ce n'est pas un biomarqueur. Mais effectivement, on est là pour parler aussi d'espoir. Les choses bougent. Alors moi, je suis spécialiste des troubles de l'humeur et plus spécifiquement des troubles bipolaires. Et à ma connaissance, dans les autres pathologies, on n'a pas des biomarqueurs qui soient suffisamment avancés. Mais à l'heure actuelle, en fait, la grosse question qui se pose concernant les troubles bipolaires, c'est d'arriver à faire le diagnostic différentiel entre un épisode dépressif qui s'inscrit dans une pathologie, soit un épisode dépressif isolé, mais souvent c'est dans des pathologies récurrentes, c'est-à-dire, pour faire simple, on va dire un trouble unipolaire, récurrence d'épisodes dépressifs, ou un trouble bipolaire, c'est-à-dire une alternance de phases de dépression, de phases d'exaltation et bien sûr des périodes intercritiques qui sont indemnes de troubles, en tous les cas, qui sont hors des épisodes. Et là, pourquoi ce diagnostic est crucial, ce diagnostic différentiel? Ce n'est pas le même traitement. C'est-à-dire que si vous avez des dépressions et des dépressions récurrentes, vous allez prendre un antidépresseur en fait, sur du long cours, alors que si vous avez un trouble bipolaire, le traitement en fait, de base est un régulateur de l'humeur, un thymorégulateur. Donc quelqu'un qui a présenté un épisode qui présente un épisode dépressif et qui va avoir certains éléments particuliers en fait qui pourraient nous dire attention, il y a des indices de bipolarité parce qu'il y a des antécédents familiaux, parce qu'il y a une mauvaise réponse aux antidépresseurs ou une réponse trop spectaculaire. On a des tests à l'heure actuelle qui vont pouvoir permettre en fait d'affiner le diagnostic. Alors vous en avez peut-être entendu parler. Moi-même, je participe à une étude européenne dont on entend les résultats, mais on a déjà 2 études en fait, et on a un biomarqueur. Alors ce test, ça s'appelle EDIT-B. Et c'est un test qui consiste à faire une prise de sang et on peut aller dans un laboratoire et là, on va avoir un test diagnostique qui, avec une spécificité ou une sensibilité à peu près de 80%, donc on n'est jamais dans du 100%, va pouvoir dire on est plutôt dans le cas d'un trouble bipolaire ou dans le cas d'un trouble bipolaire. Donc ça va venir renforcer un faisceau d'arguments cliniques. Ce test serait idéal pour faire de la prévention, c'est-à-dire que très précocement, en fait, on pourrait diagnostiquer des patients qui ont fait 1 ou 2 épisodes dépressifs qui ne répondent pas correctement à un antidépresseur et qu'on puisse donc faire ce test pour dire attention, il y a des indices de bipolarité et mieux chercher en fait les indicateurs cliniques pour modifier le traitement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut changer la donne, puisque à l'heure actuelle, ce qui pose réellement problème, c'est le diagnostic qui est posé en général en moyenne 7 ans après le début des troubles, pour les troubles bipolaires. Et donc évidemment, je vais conclure là. Et donc
L'idée, c'est de raccourcir ce délai où il y a des troubles comorbides qui viennent se greffer. Il peut y avoir des tentatives de suicide parce qu'il y a des prises en charge qui sont très difficiles. Et je ne sais pas si vous avez entendu Nicolas Demorand qui a parlé de son parcours très difficile avec 12 ans de suivi avant d'avoir un diagnostic correct. Et il y a de la recherche, en fait, sur d'autres diagnostics. À l'heure actuelle, à ma connaissance, il n'y a que celui-là que l'on peut faire à l'heure actuelle en laboratoire, mais on parlera, en fait, des difficultés qu'il peut y avoir. Mais il y a aussi des marqueurs de type immuno-inflammatoire qui sont à l'étude. Donc voilà, il y a différentes pistes et en tous les cas, les choses avancent et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, merci. Merci beaucoup. On reviendra sans doute sur ce test sanguin dans les questions. Je vais vous passer la parole, professeur Éric Facra. Vous êtes, donc, je le disais, psychiatre au CHU de Saint-Étienne. Vous êtes aussi impliqué dans une unité de recherche dédiée à la psychiatrie à Lyon. Alors, vous aussi, vous travaillez sur des biomarqueurs, mais pas les mêmes. Vous travaillez sur l'imagerie cérébrale qui permet d'explorer de multiples aspects du fonctionnement du cerveau. Le professeur Chantal Henry en a un petit peu parlé. Alors, comment on peut utiliser l'imagerie cérébrale pour dépister et diagnostiquer, et qu'est-ce que vous pouvez voir en fait? Oui. Alors je ne sais pas si tu te rappelles, Chantal, mais il y a très exactement 10 ans, j'avais été reçu au CNU où Chantal Henry siégeait, et puis c'était une audition pour... Ah ben non, au contraire. Et Chantal Henry était à ce Conseil national universitaire pour ma qualification en psychiatrie, puis elle avait été très indulgente parce qu'elle m'avait autorisé à utiliser mon matériel, des images, pour parler d'imagerie. Elle a dit on ne peut pas parler d'imagerie sans images. Donc, grâce à elle, je suis ici, puis j'ai gagné en confiance, et aujourd'hui, je vais vous parler d'imagerie sans images. Donc, ça va être un challenge. Un défi, ouais. Et puis, juste en préambule, je voudrais dire que sur l'évolution globale de la recherche en psychiatrie et en santé mentale, on a tendance à dire que la psychiatrie et la santé mentale sont à des carrefours de multiples disciplines, et cette pluralité des approches est à la fois une grande force, mais également une faiblesse. Et j'ai l'impression que l'évolution de la recherche fait que c'est de plus en plus une force. C'est-à-dire qu'avant, ces différents champs disciplinaires étaient très cloisonnés, parfois en opposition. Et on voit maintenant que les champs disciplinaires communiquent entre eux. Il y a beaucoup plus de recherches pluridisciplinaires, transdisciplinaires, qui permet d'avoir des éclairages différents. Et donc, ça, c'est une vraie force. Et je trouve que la table où on parle à la fois de psychothérapie, d'imagerie, de biologie, de stimulation, de numérique, est une illustration. Et une autre force de la recherche, je pense qu'on reviendra dessus, c'est qu'il y a non seulement les tomes des différents champs disciplinaires, mais il y a aussi l'approche de recherche participative qui nourrit cette recherche. On va y revenir. Alors, très rapidement, je voudrais juste faire un tout petit panorama des différentes techniques d'imagerie, parce que c'est un vaste champ. Il y a globalement, on va dire, 3 grandes catégories de techniques d'imagerie. Il y a des techniques qui ont une bonne résolution temporelle, ça veut dire qu'on peut suivre la chronologie de la communication dans le cerveau. Vous savez que la communication est issue de cellules qui s'appellent les neurones, et puis il y a un potentiel d'action, c'est-à-dire un courant électrique qui va défiler le long des neurones et qui permettra la communication avec d'autres neurones, y compris par le biais de neurotransmetteurs. Et on peut enregistrer cette activité électrique par des techniques qui s'appellent l'électroencéphalographie, de manière directe ou indirecte, la magnétoencéphalographie. Donc ça permet d'avoir une excellente résolution temporelle, c'est-à-dire de suivre la communication dans le cerveau au cours du temps, mais moins bien au niveau spatial. Et donc il y a un deuxième type de technique qui est les techniques d'imagerie avec une bonne résolution spatiale. Donc là, vous connaissez sans doute le scanner, la tomodensitométrie, et puis plus récemment, enfin ça fait quelques décennies maintenant, il y a un examen qui s'appelle l'imagerie par résonance magnétique et qui s'appuie sur les propriétés électromagnétiques des atomes de notre corps, de notre cerveau, et on peut avoir une précision bien plus fine, notamment sur les tissus mous, parce qu'on considère que le cerveau est un tissu mou, et donc ça donne une extrêmement bonne résolution pour pouvoir déterminer les lésions dans ces aires cérébrales. Puis il y a un troisième type de techniques qui sont les techniques issues de la médecine nucléaire. Et là, on injecte des traceurs radioactifs et qui vont cibler des protéines en particulier, donc en l'occurrence pour nous le cerveau, par exemple des récepteurs, qui permet aussi la conduction du signal, et on va pouvoir avoir un ensemble de propriétés sur la répartition de ces protéines, leur densité et leur fonctionnement.
Vous voyez, c'est un troisième type d'information. Et toutes ces techniques permettent d'être vraiment une fenêtre sur le fonctionnement du cerveau. Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions sur la dernière décennie de ces techniques, notamment de l'imagerie par résonance magnétique, qui est beaucoup utilisée en psychiatrie. Et je voulais illustrer, si j'ai encore quelques minutes, et donc, vous voyez, par l'IRM, par exemple, on peut avoir non seulement des données anatomiques, mais également du fonctionnement cérébral par les propriétés du sang oxygéné, non oxygéné. Et par exemple, on a mené des études dans notre équipe de recherche qui sont intéressées au système corticolimbique qui sous-tend la génération et la régulation des émotions. Et puis on a pu montrer, par exemple, que dans les troubles schizophréniques, contrairement à ce qu'on pouvait penser, eh bien, il y avait une activation très importante du système corticolimbique, donc une expérience émotionnelle très intense, contrairement à parfois ce qu'on peut constater en clinique. Et donc, il y a plutôt un défaut de régulation, une surstimulation de ce système limbique. Donc, vous voyez, ça, c'est un premier axe de recherche physiopathologique, donc qui essaye d'expliquer les causes de la maladie. Et puis, juste pour finir, un deuxième exemple qui rentre aussi dans les aspects de biomarqueurs qu'a développé le professeur Henry, qui se nourrit beaucoup des techniques d'intelligence artificielle. Et là, il y a des techniques qui permettent de catégoriser des sous-groupes de patients en fonction de leur évolution, de leurs caractéristiques. Et par exemple, un des exemples, dans la prévention, c'est d'appliquer ces techniques d'apprentissage automatique aux images pour pouvoir déterminer chez des sujets qui sont a priori à risque de développer des troubles psychotiques, si on prend ce même exemple, et on sait qu'il y a une catégorie de personnes qui ne sont pas des patients, qui sont des personnes qui sont plus vulnérables, mais seulement un quart vont développer dans les années suivantes la schizophrénie. Et grâce à ces techniques d'imagerie, on peut déterminer un algorithme pour différencier ceux qui vont évoluer ou non vers une transition psychotique. Et ça, on peut différencier ça au niveau individuel, au niveau du groupe? Alors, c'est la force de ces approches, c'est que ça permet une différenciation individuelle. Donc, la manière dont ça se passe, c'est-à-dire que déjà, on suit des patients, et puis sur ces premiers, on va dire, échantillons, les patients évoluent, on suit l'évolution, et rétrospectivement, on analyse les images, et ça nous permet de classer les patients, ceux qui évolueront vers un trouble et ceux qui n'évolueront pas vers un trouble. Et donc, il y a une précision au niveau individuel qui est beaucoup plus importante. Le problème qu'on a maintenant, qui fait que ce n'est pas encore totalement applicable, c'est que ça marche pour une plateforme d'imagerie, mais dès qu'on essaie de le transposer sur notre plateforme d'imagerie, c'est beaucoup moins précis. D'accord, donc il y a encore un peu de travail pour vous. Merci d'avoir fait la transition sur l'intelligence artificielle, puisque c'est de ça dont on va parler avec vous. Voilà, je cherchais la fiche. Docteur Stéphane Mouchabak, donc je lisais, vous êtes psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine. Donc, comment l'intelligence artificielle, les outils numériques peuvent nous aider ou nous aident déjà dans le diagnostic et le dépistage des maladies psychiatriques? Sacrée question, mais je vais vous plonger dans une petite représentation imagée. Imaginez que la médecine, en l'occurrence la psychiatrie, soit une scène de crime. Vous avez au sol la victime, le malade. Vous avez le détective qui regarde ça un petit peu avec son petit notebook et sa loupe. Vous avez les preuves étalées, les symptômes. Vous cherchez le coupable, la maladie, et pour l'envoyer chez le juge, le traitement. Imaginez cette scène en 1900. Combien il y a de cold cases? Combien de scènes sont souillées par les pieds? On confond. Il n'y a rien. Maintenant, projetez-vous aujourd'hui dans une scène où vous êtes assisté par l'ADN, l'IA, le bornage. On voit qu'en 48 heures, on résout des problèmes. Eh bien, pour nous, j'ai la chance d'avoir Alexis Bourla dans la salle, qui est mon collègue et ami avec qui on travaille sur le sujet depuis 8 ans maintenant. Nous, on pense qu'on va résoudre des scènes de crime qui n'étaient jamais résolues. Comment? Eh bien, parce que dans votre environnement numérique, dans votre vie quotidienne, vous laissez des traces pour tout. D'ailleurs, petite expérience que vous avez tous vécue, vous tapez 2 lettres sur Google et ça vous donne votre mot. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une bulle de probabilité. Et l'intelligence artificielle, associée avec des biomarqueurs numériques, qu'on va aller caractériser, nous montre que nous avons des traces numériques qui sont des signatures de certains de nos comportements qui peuvent être normaux ou pathologiques. Et coupler ça avec des données énormes à l'échelle populationnelle. Par exemple, on a entraîné une base sur 50 000 sujets qui ont été fitbités, c'est-à-dire avec un petit bracelet toutes les secondes, enfin toutes les minutes pendant 4 ans. 50 000 sujets, on a mis ça dans le serveur, on a tout fait péter. Et en plus, l'individu, dans ces changements, eh bien, vous allez avoir des caractéristiques simples. Et, encore plus rigolo, vous avez tous des smartphones ici.
Oui. Vous avez tous utilisé un peu ChatGPT ces derniers temps. Bien, avec ça, on peut faire du diagnostic. Avec ça, moi, j'ai interrogé ChatGPT, je fais pose-moi des questions. Bon, j'ai choisi un trouble qui était peut-être plus proche de ce que j'avais, l'hyperactivité, et il m'a fait mon réseau de symptômes. C'est-à-dire qu'il m'a expliqué comment s'organiser, probablement, les différentes manières que j'ai de fonctionner. Eh bien, ça, c'est rien, parce qu'avec un GPS, avec un accéléromètre, avec l'exposition à la lumière, avec le temps que vous passez à l'écran, qui, quoi, comment, à qui vous envoyez, ce que vous racontez, l'analyse de votre voix, nous sommes capables, ça fait peur, mais pas du tout, de déterminer une signature numérique des comportements. Et là, ça devient encore plus fou, parce que c'est comme si j'observais avant la clinique avec les jumelles de Pif Gadget, et là, tout à coup, j'ai Hubble. Je vois des signaux qui étaient invisibles. Et ce que viennent de dire Chantal et Eric, c'est qu'il y a un avant, un après l'imagerie, après la biologie. Eh bien, là, on va avoir quelque chose du même registre, et nous pensons que ce numérique est le stéthoscope d'aujourd'hui. C'est la révolution qui va permettre de faire une synthèse un peu tout ça. Chantal dit souvent que je suis optimiste, et je vais citer William Ward. Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste se dit qu'il va s'arrêter, mais le réaliste ajuste ses voiles. Et moi, je pense que je suis réaliste. 1, on n'arrête pas un TGV avec les mains, la révolution numérique est là. Et 2, est-ce que j'aime voir mon cardiologue s'il m'écoute avec une corne de bouc ou une échographie? Je préfère quelque chose de précis. Maintenant, c'est vrai que ces outils peuvent faire un peu peur, mais comme toute technologie, chaque révolution technologique, que ce soit la vapeur, l'électricité, l'électronique et l'intelligence artificielle, a remanié la façon de voir le travail, d'être, et là on est face à quelque chose qui est capable de faire comme nous, en plus fort. Mais je dis qu'on a une formidable opportunité de créer peut-être même une clinique très différente, parce que ces signes, on les a vus dans le monde visible de la captation de notre esprit qui capte des choses. Et là, on est capable de voir des micro-changements multipliés, des tendances qui, justement, nous permettent, avec ces biomarqueurs, de prédire, de faire de la prévention, bref, de proposer des fonctionnements qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Alors, est-ce que c'est actif aujourd'hui? Il y a quelques années, en 2010, j'avais fait une prospective. En sortant, on me dit, bon, lui, il va pas bien, enfin, il est un peu illuminé. Et les gens me disent, ah, c'est marrant, ce que tu racontais, c'était un peu vrai. Chantal me dit souvent, je suis optimiste. Elle a raison, mais plutôt réaliste. Et aujourd'hui, c'est le moment où il y a le gap. C'est là où ça se passe. Et dans les 3-4 prochaines années, ces solutions vont commencer à arriver et s'intégrer dans la clinique. C'est aussi pour ça qu'il faut être au courant, informé et proactif. Je pense même que ces outils sont un formidable outil d'empowerment pour les patients. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir des données objectives, les vôtres, elles sont collectées, vous les montrez, c'est un dashboard. Si on m'interroge ou j'interroge un patient, comment dormez-vous en ce moment? Il va me dire bien mal, mais sur les 2-3 derniers jours que sa mémoire lui autorise à finalement restituer. Là, j'ai 1 mois et on est à égalité. On ne peut plus dire, mais non, j'ai raison, vous avez raison. Nous avons un nouveau lien avec un tiers qui sont ces intelligences génératives. Ça redéfinit tout, la clinique, la relation. Et je pense que c'est une superbe opportunité pour nous. Donc, finalement, Wiener, formidable, si on survit. Merci beaucoup. Mais juste une petite question. Est-ce que ce que vous venez de dire là, c'est une réalité à certains endroits du territoire français ou c'est ce qui va se passer dans, comme vous avez dit, 4-5 ans? Alors, il y a des outils déjà qui sont utilisés, beaucoup d'applications numériques qui sont, je dirais, un premier niveau, qui commencent à intégrer des petits éléments de marqueurs qu'on appelle le phénotype numérique. Phénotype, c'est l'interaction gène-environnement, mais là, c'est numérique. Il est capté dans un environnement et on commence à les intégrer un petit peu. C'est un petit peu comme tous ces tests, on est en train de les baliser, mais le temps que ça soit validé, parce qu'ils doivent obéir aux mêmes règles que le médicament, que n'importe quel dispositif médical, il faut un peu de temps. Et même si l'État, par les dispositifs Pécan, a accéléré les choses pour qu'on reste compétitif, que ce ne soit pas les États-Unis, les Allemands qui le fassent, il faut quand même un petit peu de temps. Mais les études sont quasiment tous en lancement aujourd'hui. Moi, je suis souvent jury à la BPI, à la Banque d'investissement public, pour voir les projets. Il y en a énormément. Puis, il y a 2 ans, je trouvais que c'était un peu faible. Là, on commence à avoir du dur avec des données, des études. Moi-même, je pilote 2 études nationales sur une thérapie numérique dans le sommeil et une autre sur de la prévention, enfin de l'analyse de rechute de dépression. Et on voit que le niveau qui est exigé n'est pas du tout juste un pouce, un like qui montre que c'est de la science. Hein. C'est la même chose. Et donc on pense que les résultats vont nous permettre, d'ici 1 an et demi, de commencer à ce que ça soit dans l'utilisation quotidienne. D'accord. Et ça veut dire qu'à la fois le praticien et le patient auront accès, on peut imaginer, à ces outils, voire
voire au même outil. Ouais. Et après, voilà, ce sera la base de la discussion, par exemple. Probablement, il y aura même plusieurs choix d'outils avec leurs avantages et inconvénients, comme le médicament. Simplement, il va falloir que les psychiatres s'y mettent, parce que s'il y a quelque chose qui est bien pour moi et que je ne suis pas capable de le conseiller, ça s'appelle une perte de chance. Et là, c'est une vraie interrogation. Moi, je milite depuis pas mal d'années, j'ai fait beaucoup de conférences à Argos, UNAFAM, pour que les patients soient promoteurs de ces actions, participent à ça, pour dire aussi, moi, ça m'intéresse que ça ne soit pas juste des jeunes start-upers qui disent, c'est génial, on va faire ça. D'accord. On reparlera effectivement tout à l'heure de la manière dont les patients peuvent être plus actifs en fait dans tous ces travaux. Alors là, on a parlé diagnostic, dépistage. On va maintenant parler des traitements. On voit que la recherche autour du diagnostic et du dépistage va aussi faire évoluer les traitements, puisqu'on va avoir une vision un peu plus précise de ce que les patients ont. On va commencer avec vous, Dr David Zekeli. Donc, je vous le disais, vous êtes chef de service adjoint au service psychiatrie de l'hôpital Princesse Grâce de Monaco. Vous travaillez, vous, sur la stimulation transcrânienne. Déjà, de quoi on parle quand on parle de ça? Et quelles sont les avancées, déjà actuelles et puis futures sur cette méthode-là? Les techniques de stimulation, la première que tout le monde connaît ici, sont les électrochocs. On appelle maintenant l'électroconvulsivothérapie. C'est une technique qu'on utilise encore beaucoup parce qu'elle est très efficace, même le meilleur traitement antidépresseur dont on dispose aujourd'hui, alors qui est réservé à des formes de dépression très sévères ou très résistantes. Et à côté de cette technique, alors qui est distribuée sur le territoire, mais pas assez, il y a beaucoup de personnes qui malheureusement n'ont pas accès à l'électroconvulsivothérapie parce qu'il n'y a pas assez de centres ressources. Il y a d'autres techniques, dont la stimulation magnétique transcrânienne et la stimulation à courant continu. Alors, très schématiquement, la stimulation par électroconvulsivothérapie, c'est une technique très puissante, tellement puissante qu'elle déclenche une crise convulsive, et c'est ce qu'on recherche. C'est pour ça que ça se fait sous anesthésie générale quand le patient est traité. Et c'est une technique pas focale. On traite une grande partie du cerveau. La stimulation magnétique, on a une action beaucoup plus focale. Elle est plus douce, mais elle est suffisamment puissante pour arriver à déclencher les mouvements, par exemple, si vous stimulez au regard du cerveau moteur. Et puis, il y a une troisième technique qui s'appelle la stimulation à courant continu, qui est une technique encore plus douce, qui, elle, va mettre en tension les neurones. Ces trois techniques, pour être efficaces, pour avoir un effet thérapeutique, il va falloir multiplier les séances. Et l'objectif va être de forcer le cerveau à refaire de la connexion. C'est ce qu'on voit avec les outils d'imagerie fonctionnelle dont le professeur Fakra tout à l'heure. C'est regarder à quel point, finalement, d'un cerveau qui est un peu déconnecté dans certaines zones qui devaient s'engager, qui n'arrivent plus à s'engager, ou des zones qui étaient trop engagées, des circuits cérébraux qui étaient trop engagés par rapport à d'autres. Avec l'imagerie fonctionnelle, on est capable de faire cette image-là. Et avec les techniques de stimulation transcrânienne, donc électroconvulsivothérapie, stimulation magnétique ou stimulation en courant continu, on va pouvoir moduler ces circuits-là et réengager des circuits qui ne s'engageaient pas assez, ou au contraire, ralentir des circuits qui étaient trop expressifs. Par exemple, chez les patients schizophrènes qui souffrent d'hallucinations auditives, qui entendent des voix, et qui sont stabilisés avec les traitements médicamenteux, parce que c'est des traitements complémentaires aux traitements médicamenteux et aux traitements psychothérapeutiques, bien entendu. On a une capacité, chez certains patients, pas chez tous malheureusement, à éteindre ces phénomènes d'hallucination auditive, en tout cas à les atténuer suffisamment pour que les patients vivent mieux ces phénomènes d'hallucination auditive. Alors très concrètement, donc, il y a des techniques qui sont utilisée, je parlais de l'électroconvulsivothérapie. La stimulation magnétique transcrânienne, elle est largement utilisée sur le territoire dans les centres universitaires. Donc là aussi, l'accessibilité aux soins, elle est encore à perfectionner. La difficulté qu'on a, c'est que la Haute Autorité de Santé n'a pas daigné reconnaître cette technique-là comme un traitement antidépresseur, parce que c'est principalement utilisé dans le cadre de la dépression et des dépressions résistantes aux traitements médicamenteux. On n'a pas eu cette validation-là. Ça n'empêche que c'est largement utilisé en pratique clinique dans certains centres de recours.
Et largement vérifié aussi, puisque... Alors, il y a un niveau de preuve qui est suffisant, bon, pas suffisant pour la Haute Autorité de Santé, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Et on essaye de se battre. On essaye. Et je pense que les associations de familles, de patients, il faut qu'on s'aide les uns les autres justement pour faire entendre raison aux autorités de santé. Et donc pour rentrer dans les questions plus pratiques de projets et de perspectives, moi j'ai la chance de participer à des études qui sont portées par des collègues, mais des études multicentriques, plein de centres en France, sur le territoire, et Monaco, qui est un peu le caillou qui vient, enfin le rocher, qui vient travailler avec la France sur différentes techniques. Une première technique qui combine finalement les électrochocs, l'électroconvulsivothérapie avec la stimulation magnétique, une étude qui est portée par l'équipe de Rouen, où on va additionner les effets attendus de la stimulation magnétique avec l'électroconvulsivothérapie pour essayer de limiter le nombre de séances d'électroconvulsivothérapie, renforcer l'effet thérapeutique, accélérer l'effet, limiter les effets secondaires de l'électroconvulsivothérapie, qui malheureusement, transitoirement, mais peuvent perturber la mémoire. Et ça c'est une réalité contre laquelle on essaie de se battre, mais c'est une réalité. Et donc, essayer de combiner ces techniques. Ça, c'est une étude qui est en cours. Deuxième étude en cours, là c'est l'équipe de Rennes qui porte un projet où on va multiplier les séances de RTMS. La stimulation magnétique transcrânienne, c'est très généralement une séance par jour pendant 3, 4, 5, 6 semaines consécutives. C'est une réplique, là le protocole de Rennes, c'est une réplique chez les sujets âgés, plus de 65 ans, qui souffrent d'une dépression, où on ne va pas faire une séance par jour, mais 10 séances par jour de stimulation magnétique sur 5 jours. Et on va utiliser les outils d'IRM fonctionnels pour les regarder chez moi, bon, je n'ai pas encore 65 ans, mais chez moi, si j'étais déprimé à plus de 65 ans, où est-ce qu'il faut envoyer les petites ondes magnétiques pour aller stimuler le bon circuit. Donc on a cette capacité maintenant. Là, les images elles sont encore envoyées à l'équipe de Stanford, qui est l'équipe qui avait lancé cette première étude, qui a vraiment été une bascule dans les techniques de stimulation magnétique, où on peut utiliser dans la vie réelle la stimulation magnétique avec un ciblage sur l'IRM fonctionnel du patient. C'est une étude en cours, il n'y a pas encore évidemment les résultats. Troisième étude, vous savez que les patients schizophrènes souvent consomment du cannabis, et ben on peut, avec la technique de stimulation à courant continu, en plus du traitement habituel, positionner ces électrodes sur le cerveau. Là, c'est une étude portée par l'équipe de Villévrard, en banlieue parisienne. Et on va regarder, en utilisant ce système-là, s'ils vont réduire leur consommation de cannabis et, en cascade, améliorer la symptomatologie psychotique, paranoïde, les voix, les hallucinations, les idées délirantes, mais aussi l'anxiété dont ils souffrent. Voilà, il y a encore d'autres études dont je pourrais parler, bien entendu, mais qui sont en cours. Et vous avez parlé des effets secondaires importants de ces techniques. Est-ce qu'il y a des études sur comment réduire les effets secondaires? Parce que c'est un des freins aussi. Alors, les effets secondaires, c'est pour la stimulation par électroconvulsivothérapie, où il y a ces effets secondaires sur la mémoire. Il y a des données maintenant qui, grâce aussi à la modélisation du cerveau, nous permettent de savoir où on va positionner les électrodes quand on fait ces séances d'électroconvulsivothérapie. Comment on va quantifier la quantité d'énergie qui va être nécessaire et suffisante pour être efficace, mais pas trop pour aller trop loin. Et on n'abîme pas le cerveau quand on fait d'électrochocs. C'est l'image populaire que l'on en a, mais c'est au contraire, ça fait repousser les neurones, ça fait travailler de la neuroplasticité. Et toutes ces techniques ont pour objectif de faire de la neuroplasticité. Pour la stimulation magnétique transcrânienne, pour la stimulation à courant continu, il n'y a pas d'effet secondaire. D'accord. Ok, mais il y a sans doute aussi un travail de vulgarisation sur ces techniques à faire pour que ça fasse un peu moins peur aux patients. Ouais. La peur, elle est surtout autour de l'électroconvulsivothérapie. Encore une fois, on paye les pots cassés d'un magnifique film. Temps, voilà. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ça ne se fait plus comme ça, heureusement. Mais c'est un peu le prix à payer. Pour la stimulation à courant continu, pour la stimulation magnétique transcrânienne, oui, ça peut faire peur qu'on touche à notre cerveau. Mais quand on prend des médicaments, c'est pareil.
On touche à notre cerveau. Et pour faire le lien avec la table ronde précédente, quand on mange, ça touche notre cerveau. Ouais. Tout touche notre cerveau. La vie, l'interaction touche notre cerveau. Merci beaucoup pour ces explications. On va avancer sur un autre type de traitement dont on a déjà un peu parlé, dont vous venez de parler. Avec vous, Déborah Decasse. Donc, vous êtes responsable du centre thérapie troubles de l'humeur et émotionnels et troubles borderline au CHU de Montpellier. Vous êtes donc une spécialiste des psychothérapies. Qu'est-ce qui se passe sur ce front-là de la psychothérapie ? Vous êtes assez enthousiaste, en fait, sur les avancées qui existent aujourd'hui. C'est vrai. En fait, nous sommes arrivés à une étape historique en psychothérapie. 30 ans de recherche fondamentale en théorie des cadres relationnels, basée sur des expériences en laboratoire de psychologie comportementale développementale, ont abouti à la compréhension actualisée suivante. Oui, l'être humain apprend par des mécanismes de mise en relation langagière, mais plus encore, l'ensemble de ces systèmes langagiers s'organise autour d'une unité fondamentale émergente, dénommée le RO, ou réseau du soi. Et ce réseau du soi détermine le sens de qui nous sommes, ainsi que de fait ce que nous pensons, ressentons, faisons, et la manière dont nous nous voyons en relation aux autres. Et ceci fait écho à une constatation que je publiais en 2019 dans le Journal of Affective Disorders, étant donné que c'est à partir de nous, tels que nous nous identifions habituellement, que nous faisons toutes nos expériences quotidiennes. Si la représentation que nous avons de nous-mêmes est altérée, toutes nos expériences quotidiennes seront donc altérées. Et toutes les stratégies psychothérapeutiques mises en place pour diminuer la souffrance de ce moi seront également altérées. Ce serait comme traiter le mauvais patient. Alors, quelles sont les psychothérapies qui, par nature, ciblent la représentation de soi ? Les thérapies cognitives et comportementales, TCC, de troisième vague. Pourquoi ? Parce qu'elles sont basées sur la méditation. Et qu'est-ce que la méditation ? Ce n'est pas faire le vide, ce n'est pas se détendre, c'est associer expérientiellement moi avec des caractéristiques bénéfiques inhérentes à notre pouvoir de perception. En fait, méditer est un changement de perspective, méditer est un acte d'identification correcte de soi. Et ça, c'est la spécialisation du centre de thérapie dont j'ai la responsabilité. Alors, on pourrait se dire pourquoi troisième vague ? Donc en bref, la première vague ciblait les comportements physiques, la deuxième vague ciblait le contenu des pensées dysfonctionnelles, et la troisième vague se place en amont des comportements et des pensées. Elle cible la représentation que nous avons de nous-mêmes, ce à quoi nous associons moi quand nous pensons moi. Et donc, vous pouvez voir qu'on ne peut pas aller à une racine plus profonde que ça, d'où l'absurdité conceptuelle que serait de nommer une quatrième vague. On parlerait alors de toute autre chose. Donc, il existe 3 niveaux, donc on a dit 3 vagues de TCC, et dans la troisième vague, il existe 3 niveaux d'approfondissement en TCC de troisième vague, qui correspondent à 3 niveaux d'approfondissement dans l'identification correcte de soi, et qui correspondent à l'ordre chronologique de leur apparition dans la littérature scientifique. La première vague de TCC de troisième vague, le premier niveau TCC de troisième vague, dont la méditation de pleine conscience ou mindfulness est une des pratiques, vise à nous identifier à la nature de calme et d'inaltérabilité de notre pouvoir conscient, dont nous sommes inséparables, et ce, que les sensations soient agréables, désagréables ou neutres. C'est-à-dire s'identifier à ce qui perçoit plutôt qu'à ce qui est perçu, s'identifier à l'observateur par nature paisible et inaltérable plutôt qu'au phénomène impermanent observé, et donc à titre analogique, s'identifier au projecteur de film plutôt qu'aux images changeantes projetées, s'identifier au ciel plutôt qu'aux phénomènes météorologiques transitoires qui en émergent. On comprend que dans ce premier niveau de TCC de troisième vague, on va travailler sur cette représentation de soi résiliente. Et ce qui a été mis en évidence, c'est que les individus qui présentent les traits de mindfulness les plus développés s'engagent moins dans des pensées de surréaction dysfonctionnelle aux sensations désagréables de type catastrophisation, expérimentent moins de détresse face aux sensations douloureuses et s'engagent ainsi moins
dans des comportements d'évitement expérientiel tels que les conduites suicidaires, les prises de toxiques, les crises de boulimie. Et donc, comme je disais, les processus de mindfulness ont été associés à des processus cognitifs, adaptatifs ou résilients. La MBCT, la TCD, thérapie comportementale dialectique, et la thérapie ACT, thérapie d'acceptation et d'engagement, sont toutes trois des programmes de premier niveau de TCC de troisième vague. Donc, la MBCT a démontré son efficacité dans la prévention de la rechute dépressive chez les patients présentant un trouble dépressif récurrent unipolaire en rémission. La TCD dans la prévention des comportements suicidaires et parasuicidaires chez les personnes avec trouble borderline. Et la thérapie ACT dans une large variété de troubles psychiatriques et pour la promotion de la santé mentale en population générale, donc un aspect prévention. Donc, simplement pour dire que la thérapie ACT, via 6 processus, permet d'améliorer la flexibilité psychologique en diminuant d'un côté l'évitement expérientiel via les processus d'acceptation ou accueil actif des sensations émotionnelles et de diffusion ou désengagement du contenu des pensées automatiques et via une augmentation de l'eudémonie, c'est-à-dire la motivation interne qui vient de pouvoir donner un sens. Et ce, via les valeurs ou qualité d'action et action valorisée. Et tout ceci appliqué dans l'instant présent. Mais là, le point le plus important, c'est que tout cela ne fonctionne que si c'est une représentation de soi, un moi-je valide, qui met en pratique ces processus. Si c'est un moi-je en insécurité qui essaie d'accueillir ou un moi-je en manque de valeur qui met en place des actions valorisées, ceci revient à remplir un puits sans fond. Et du coup, fortifier la racine du problème. D'où l'importance fondamentale, dans les TCC de troisième vague, de ne pas oublier le processus qui est central, qui est la représentation de soi, travaillée par la méditation. Et récemment, je participais à une méta-analyse portant sur la thérapie ACT dans les conduites suicidaires, qui est en cours de revue. Et un résultat qui me paraît super intéressant, un des résultats, c'est que la thérapie ACT semble plus efficace dans les pays asiatiques où la méditation est mieux comprise avec précision et mieux intégrée dans les soins. Et puis, donc, deuxième niveau de TCC de troisième vague vise à donner une coloration particulière à cet observateur, une intention bénéfique et prosociale. Donc, les méditations sur l'amour et la compassion sont des méthodes méditatives pour se familiariser avec cette identification. On les appelle les méditations sur l'intention juste. Et en particulier, on sait, la recherche montre que l'autocompassion est un antidote puissant à la honte, qui est cette émotion ressentie à partir d'une représentation de soi en manque de valeur. Et ça, cette représentation de soi en manque de valeur peut conduire au perfectionnisme, à l'attachement à vouloir prouver, paraître et ne surtout pas faire d'erreur, ce qui peut conduire au burn-out. Ou cette représentation de soi en manque de valeur peut conduire chez les personnes avec trouble borderline à un attachement frénétique à avoir une place spéciale dans le regard de l'autre. Ou encore, chez les personnes avec trouble bipolaire, à refuser le traitement médicamenteux adapté en s'identifiant à une représentation de soi en manque de valeur à cause de cette caractéristique du trouble bipolaire. Donc, on voit que la représentation de soi en manque de valeur est comme la racine de l'autostigmatisation, de la honte portant sur ses caractéristiques personnelles. Donc, et ça amène à vouloir cacher ou à être en lutte contre ce qui est. Et puis enfin, le troisième niveau TCC de troisième vague, dans ce troisième niveau, une perspective de sagesse est amenée. Ces méditations travaillent sur la vue juste. Elles visent à comprendre comment les choses existent réellement par opposition à la manière dont elles apparaissent ou semblent exister. Donc moi n'existe pas de façon indépendante ou séparée, telle qu'il nous apparaît habituellement. En effet, moi existe en relation d'interdépendance avec tous les autres phénomènes, ce qui vient contrer en profondeur le sentiment de solitude ou isolement ou déconnexion des autres. Et puis, de façon plus subtile, moi existe en tant que simple nom, simple étiquette que je vais pouvoir imputer sur ce qu'a le pouvoir de créer un bien-être signifiant. À partir de 2020, dans un cadre de collaboration laïque offert par la chaire universitaire Identification correcte de soi, attribuée par la Fondation Université de Montpellier, un programme approfondi en TCC de troisième vague a pu être construit par le centre de thérapie. Ce programme a la particularité de recouper
le 2e et le 3e niveau TCC troisième vague, travaillé de façon très structurée, méthodique et progressive. En fait, ce programme a consisté à traduire de façon méthodique l'ensemble de la voie d'entraînement de l'esprit bouddhiste en format laïque et clinique. Et ce travail a été invité pour présentation par l'OMS lors de la rencontre des Nations Unies à Genève en juin 2021, au cours de l'exposition internationale sur la résilience. Actuellement, nous menons un essai contrôlé randomisé visant à comparer l'efficacité de ce programme à la thérapie ACT chez les personnes avec dépression modérée à sévère, et nous prévoyons de comparer ce programme à la TCD chez les personnes avec troubles borderline. Alors pour finir, en parallèle de ces programmes en TCC de troisième vague, au centre de thérapie, des groupes d'entraide sont animés par des médiateurs qui sont des patients ayant complété le programme avec changement intérieur signifiant. On a actuellement 38 médiateurs, 8 groupes en parallèle de groupes d'entraînement aux compétences. Donc ces groupes se relient sur les compétences psychothérapeutiques et ont pour fonction l'application de la thérapie en vie quotidienne. Donc en ciblant vraiment la racine du problème, l'addiction ontologique ou identification incorrecte de soi. Et nous venons de valider une échelle en anglais et en français mesurant l'addiction ontologique, donc une échelle d'addiction ontologique qui donc cible ce processus dysfonctionnel à la racine de l'expérience humaine. Et finalement, ce travail sur la représentation de soi permet de comprendre, d'appréhender les troubles psychiatriques de façon dimensionnelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et est-ce que ce que vous venez de dire, cette troisième vague de TTC, est-ce qu'on en est au début du début ou est-ce que c'est déjà diffusé ailleurs que chez vous en fait? Alors, les TCC de troisième vague, c'est plus de 7000 publications scientifiques indexées Medline. Pour la thérapie ACT, il faut savoir qu'une étude publiée, donc il y a plus de 3000 publications, une étude sur 4 est un essai contrôlé randomisé. Donc le premier niveau TCC de troisième vague est amplement étudié. Ça constitue un traitement de référence, par exemple pour le trouble borderline, le traitement de référence est la TCD, premier niveau TCC de troisième vague. La thérapie ACT, c'est énormément d'études. Par contre, l'approfondissement en TCC de troisième vague, on commence à avoir déjà un petit peu moins d'études sur le deuxième niveau, bien qu'il y a de plus en plus d'études sur l'autocompassion. Et le troisième niveau TCC troisième vague en est à son tout début. D'accord. Merci beaucoup. Christine Villon, je vais vous passer la parole. Je le disais en préambule, vous êtes ici la voix des patients. Peut-être un mot de commentaire sur tout ce que vous venez d'entendre. Et puis ensuite, est-ce que vous avez l'impression que les patients sont suffisamment consultés, impliqués dans tous ces programmes de recherche? Oui, alors moi, je me réjouis quand même d'entendre qu'on avance, qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent, et tant mieux. Je me réjouis aussi d'entendre que à plusieurs fois, on a cité que les patients, que les associations de patients étaient prises en compte, et donc du coup, le but, c'est quand même d'amener les patients à ce qu'ils deviennent acteurs aussi dans leur prise en charge. Et je pense que par exemple, là, comme on est aujourd'hui au Forum national de la santé mentale, ça a été un peu aussi l'idée, c'était de réunir tout le monde, de faire forum, de réunir les professionnels, les personnes concernées, les aidants et les citoyens. Parce que la santé mentale, c'est l'affaire de tous. Et donc, je pense que l'avancée, c'est comme ça que je la vois et que je porte la parole des patients. Et c'est ce qu'ils aimeraient, en tout cas, de cette manière-là qu'on avance. Alors, sur les questions qui reviennent le plus souvent des patients, ces nouvelles technologies sont souvent loin d'eux. Ils n'en connaissent pas grand-chose. Et alors, je pense qu'on en parle beaucoup dans des réunions professionnelles, mais des réunions tout public, comme aujourd'hui, eh bien, on en parle très peu. Et on a besoin de développer ça, parce que ça les aiderait aussi à comprendre, peut-être à eux-mêmes à dire cette méthode, pourquoi celle-là, pourquoi je choisirais celle-là ou plutôt une autre. Et dans toutes ces questions, ces méthodes, enfin ces nouvelles approches, je trouve qu'on en parle peu. Alors, est-ce qu'il y a un frein à ça? Est-ce qu'elles sont prises en charge? À qui on les prescrit? Qui peut en bénéficier? Et à quel moment on les prescrit, plutôt qu'une autre prise en charge? D'accord, donc il y a entre les chercheurs et les associations de patients, les patients en général, il y a sans doute un pont à faire
plus qu'il n'existe aujourd'hui, selon vous? Je pense, oui, on a besoin de peut-être établir quelque chose, de formaliser quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour qu'on travaille tous ensemble, que chacun puisse apporter sa vision et sa pierre à l'édifice, en fait. Voilà. Est-ce que, oui, professeur Henry? Oui, je veux bien rebondir sur ce que vous dites, bien sûr, mais il faut aussi inclure les gens qui nous gouvernent, en fait. Parce que si on regarde ce que l'on a dit tous, le problème va être l'accès, en fait, de toutes ces nouvelles techniques. Pour le test biologique dont j'ai parlé, c'est la même chose, c'est le coût à l'heure actuelle. Donc, si on n'a pas un remboursement, si on n'a pas des prises en charge, si on n'a pas accès à tout ça, c'est ça qui pose vraiment une difficulté. Donc, je pense qu'à la fois les soignants et les usagers, en fait, doivent se mobiliser pour arriver à faire bouger la donne. Oui. Ne serait-ce que, je donne un exemple pour les médicaments. David, tu as parlé aussi de la RTMS avec les problèmes de l'autorité de santé pour faire reconnaître en fait des remboursements, etc. Alors, on a fait un papier avec des bipolarologues, on va dire, sur les traitements nécessaires pour la dépression bipolaire résistante. En France, à l'international, sur les 6 médicaments proposés, il y en a 4 qu'on n'a pas en France, en fait. Pour la RTMS, il y a aussi des difficultés. Les thérapies, le problème, c'est l'accès aussi, avec des remboursements, etc. Et c'est vrai que de manière générale, pour le test EDIT B, la même chose, c'est-à-dire il y a un coût. Et donc, tant qu'effectivement, on n'a pas des remboursements ou des prises en charge, pour les applications, il y a des thérapies numériques qui pourraient être extrêmement utiles à l'heure actuelle. Mais le problème, c'est qu'on a l'habitude de payer très peu pour la santé mentale, en fait, parce que les médicaments coûtent très peu, alors que c'est un poste des dépenses énorme. Donc je pense qu'il faut qu'on se mobilise ensemble pour donner accès et des chances aux usagers. Oui, eh bien, je rebondis là-dessus, du coup, parce que, évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, dans le cadre du Forum national de la santé mentale, nous avons les consultations citoyennes. Et dans les consultations citoyennes, eh bien, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite tous à aller sur le www.psychodon.org. Vous pourrez apporter vos attentes et vos propositions sur 10 thématiques majeures de la santé mentale au travail, la santé mentale à tous les âges de la vie, la santé mentale et la recherche. Bien, chacun pourra apporter, en tout cas, ses attentes et ses propositions. Et ensuite, ça permettra de construire le livre blanc de la santé mentale tout au long de l'année. Tout au long de l'année, le Forum national de la santé mentale, on démarre aujourd'hui à Cannes. Il y aura des consultations citoyennes pendant l'été, avec des marches sur les festivals, les consultations des hôpitaux publics à l'automne, et ensuite, à la fin de l'année, et en particulier au mois de janvier 2026, nous remettrons ce livre blanc aux politiques, donc au président de la République, à tous les présidentiables, au Sénat, à l'Assemblée nationale, avec, en fait, ce qu'il faut faire. On aura recueilli toutes les informations et toutes les propositions, les attentes de tout le monde, et on leur proposera, parce qu'effectivement, c'est les politiques qui ont la clé pour les prises en charge, pour faire avancer la solution. Nous, on veut bien contribuer, mais à un moment donné, il faut qu'on nous donne les moyens, et on attend beaucoup. Je vais juste rajouter un petit mot d'étymologie parce que vous avez évoqué le mot acteur et on pense, là on est à Cannes, un acteur c'est quelqu'un qui joue une comédie ou un film. Actores, c'est un meneur, c'est un berger. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on mène un troupeau, on mène quelque chose, on mène une action et c'est ça être acteur et là-dessus on se rejoint totalement. Allez-y, docteur. Oui, peut-être juste un mot concernant les techniques de stimulation. Alors, l'électroconvulsivothérapie est remboursée par la Sécurité sociale, rassurez-vous. La stimulation magnétique n'est pas reconnue par la Haute Autorité. Heureusement, la Haute Autorité de santé ne nous empêche pas de faire de la stimulation magnétique. Et du coup, il n'y a pas de prix associé. Alors, c'est un frein à la diffusion de ces techniques-là, notamment en libéral, parce qu'il faut bien que les cliniques, que les collègues libéraux rentrent dans leurs frais à acheter un appareil. Ça coûte de l'argent, il faut bien rentrer dans ces frais. Par contre, les établissements publics de santé ne facturent le prix d'une consultation. Donc ça ne coûte rien de plus aux patients. Donc ça, c'est un avantage qui est non négligeable. La question, c'est du coup, comme ça ne rapporte pas d'argent au système, eh ben, la diffusion des techniques ne se font pas. Après, sur les questions des psychothérapies, du remboursement, je vais laisser Déborah Ducasse
en parler, j'imagine. Alors, au centre de thérapie, c'est entièrement remboursé. Ensuite, pour nous, l'enjeu autour des psychothérapies est aussi de pouvoir donner une formation précise aux professionnels de santé pour que, là je donnais l'exemple de cette représentation de soi qui a pu être extraite, oubliée de formation de la thérapie ACT, alors que c'est bien le cœur. Donc c'est vraiment d'avoir une formation structurée et précise avec un suivi auprès des professionnels de santé. Merci. Je voulais... C'est juste pour moi de vous donner un ordre d'idée des remboursements envisagés des thérapies numériques. Ça serait des 100 à 200 euros mensuels pour des thérapies qui peuvent durer de 1 mois à 4 mois. Donc les coûts sont quand même assez bas dans l'absolu et avec une accessibilité pour des gens qui ne l'ont pas, parce que prenez Paris, le coût moyen d'une thérapie à Paris, peut-être pas le même qu'ailleurs. En plus, il y a un effet rive droite, rive gauche, est-ouest, donc avec des tarifs qui ne sont pas les mêmes. Moi, je suis à l'est de Paris, hein. On est moins cher. Mais donc voilà, ce n'est pas des sommes non plus colossales eu égard à ce que ça peut apporter. Merci beaucoup. Je voudrais, avec vous, Christine Villon, je vous avais parlé de la consultation citoyenne à laquelle vous pouvez tous participer sur chacune des 10 thématiques qui sont présentées aujourd'hui au forum. Donc, il y a déjà des personnes qui ont donné leur avis sur Internet avant ce forum. Est-ce que vous pouvez nous lister un petit peu les questions récurrentes qui reviennent avant qu'on laisse la parole à la salle? Alors, quelques-unes qui reviennent très, très, très souvent au niveau des associations et aussi sur ces questions-là, c'est à partir de quel moment on peut considérer qu'un traitement ne fonctionne pas? Alors c'est la grande question. Qu'est-ce qui fait que... comment je peux savoir que mon traitement ne fonctionne pas? Quels sont les signaux? Qui me le dit? Est-ce que moi je sens je piétine, mais en fait je ne sais pas. Et souvent sur les lignes d'écoute, on nous appelle pour ça, savoir. Voilà, ces questions, c'est la question qui revient souvent. Aussi les questions sur les rechutes. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur la prévention des rechutes? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ça, ce sont des questions qui reviennent souvent. Et notamment, c'était les questions que j'avais dit, c'était sur la prise en charge est-ce qu'il y a des prises en charge donc, sur les nouvelles thérapies et comment on arrive à se les faire prescrire? Est-ce qu'elles sont proposées ou est-ce qu'il faut les demander? Est-ce que ça se fait au cours d'un échange avec un psychiatre? Enfin, de quelle manière on arrive à ces prescriptions-là? Ça, c'est vraiment ce qui ressort en premier. Mais bon, on a tout au long de l'année cette consultation qui va continuer. Je vous invite vraiment à aller apporter vos témoignages, vos questions et vos attentes. D'accord, donc il y a à la fois des questions personnelles sur la propre vie du patient et puis des questions générales sur l'accès aux soins, en fait, si je résume. C'est ça. D'accord. C'est ça. Vous êtes un peu la gardienne à la fois du temps et du temple ici, là. Donc, oui. Je pense qu'on peut, on peut aussi demander aux personnes de poser des questions, de venir participer de la même manière qu'on peut le faire sur les consultations citoyennes. Eh bien, on va peut-être laisser la parole à la salle et aussi, elles ont peut-être aussi des questions à poser. Alors, est-ce qu'il y a un micro déjà qui circule ou sinon vous parlez fort? Madame, allez-y. Est-ce que tout le monde entend? Ok, voilà, je vais traduire. Allez-y, madame. Et Ah, ben voilà, je n'avais pas vu les micros. Merci, professeur Fakra. Merci beaucoup. Vous entendez là? Oui, allez-y. Je voulais poser la question de la problématique de la formation des psychiatres actuellement, puisque en fait, je suis médecin moi-même, mais il n'y a plus d'internat de psychiatrie comme il y avait autrefois, et on sait très bien que la formation des psychiatres et même des infirmiers psychiatriques est tout à fait différente et pas toujours adaptée. Et je pense que ça, c'est déjà un problème qui est majeur, parce que quand on voit tout ce que vous expliquez, c'est des centres très spécialisés. Est-ce que ces psychiatres, quand on va voir un psychiatre X ou Y, est-ce qu'il est compétent en la matière? Ouais. Est-ce qu'il est formé correctement? Est-ce qu'on arrive à avoir ça? D'accord. L'autre question, c'était juste pour la mindfulness. Est-ce qu'il arrive que vous ayez des patients qui, en toute bonne volonté, veuillent profiter de la méthode, mais n'y arrivent pas?
Alors, juste en préambule, excusez-moi, j'ai oublié de dire que la séance de questions-réponses s'adresse à l'ensemble des intervenants des 2 tables rondes. Donc voilà, si vous avez des questions aussi pour les intervenants précédents, n'hésitez pas. Et voilà, on partage les micros, donc... J'allais juste dire, du coup, la table ronde précédente, la santé mentale à tous les âges de la vie, aussi bien le jeune enfant, l'adolescence, le jeune adulte, l'adulte actif et la personne âgée. Vous avez des éminents spécialistes à côté de vous, donc n'hésitez pas à leur poser également des questions. Voilà. Alors, première question, la formation des psychiatres. Allez-y, docteur Sekeli. Oui, alors, par rapport à la formation des psychiatres, et ça rejoint effectivement la question là, qui revenait des consultations citoyennes, c'est comment on va adresser à des centres de recours en stimulation, par exemple. Dans tous les congrès nationaux français, il y a eu de la pub déjà ce matin pour le congrès français de psychiatrie qui se déroulera à Cannes en décembre prochain, le congrès de l'encéphale à Paris tous les ans. Il n'y a pas une session, il n'y a pas une session où l'Albatros, Amine, oui, ou l'excellent congrès de l'Albatros qui a lieu en juin à Paris, avec le professeur Benyamina et toute son équipe. Merci de me tirer l'oreille. Et puis, et donc il n'y a pas une session où ces questions de traitement de recours en neurostimulation n'est pas abordée. Donc c'est vrai que, par contre, on a l'impression que les collègues ne nous adressent pas forcément toujours les patients, et pas toujours les patients au bon moment aussi. Souvent, ça va être très tardif. C'est bien souvent les patients qui vont dire « mais j'ai vu sur Internet, j'ai vu sur le forum de l'UNAFAM, par exemple, la stimulation magnétique, est-ce que ça peut être utile pour moi, pour mon fils, pour ma fille ?» Et donc c'est souvent par le biais des usagers, des familles que ça revient, et pas assez par le biais des professionnels de santé. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a une vraie accessibilité. On nous réfère les patients. C'est quand même. Moi, je demande à ce que le psychiatre, et s'il n'y a pas de psychiatre dans la boucle, le médecin généraliste, m'adresse le patient. On ne prend pas un rendez-vous comme ça. Sinon, on est obligé de. Il y a déjà des niveaux de prise en charge en psychothérapie, en pharmacologie, qui est nécessaire avant de commencer à penser à des techniques de recours. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit sujet quand même sur les psychiatres et sur la pratique un peu individuelle des psychiatres Eric. Allez-y. Non, alors déjà peut-être qu'il y a une chose à préciser, c'est que actuellement, dans les choix des techniques thérapeutiques, en fait, on procède par essai-erreur. Vous voyez, il n'y a pas la possibilité, en tout cas pour le traitement pharmacologique, même de stimulation, il n'y a pas la possibilité de savoir précisément pour un patient quel est le traitement. Alors, peut-être un peu plus pour les psychothérapies, à voir avec Déborah. Mais, et c'est pour ça qu'on doit avancer vers ce qu'on appelle une médecine personnalisée, savoir quel est le traitement. Et donc, les habitudes de prescription se font en fonction des effets secondaires des molécules, en décision avec l'usager, et puis les habitudes des psychiatres. Donc, il faut avoir ça en tête, et c'est pour ça que la recherche doit avancer pour avoir une médecine et une psychiatrie beaucoup plus personnalisées. Et validée aussi. Et validé, bien avant sûr. Tout. Et juste pour les psychiatres, alors la formation des psychiatres et des infirmiers, on est dans de grosses difficultés. Alors, on a dit qu'il y avait un problème de financement, ok, mais quand on a dit ça, il faut quand même savoir que la France a une grande partie du PIB par rapport à d'autres pays européens qui est consacrée quand même à la santé, donc on n'a pas à rougir là-dessus. Et même dans ce poste de la santé, les coûts pour la psychiatrie et la santé mentale sont assez importants, même par rapport aux pays européens. Donc il y a aussi des difficultés d'organisation et qu'il faut une réflexion. Mais en tout cas, sur la formation des psychiatres, il faut quand même le préciser qu'en ce moment, nous sommes une discipline qui est assez peu attractive, qui est assez peu choisie. Il y a vraiment un effort considérable du CNUP pour essayer de retrouver l'attractivité. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais en France, là, on est sur un creux de la vague. Merci. Déborah Decas, si vous voulez répondre à la question de la dame. Alors, donc en fait, nous, ce qu'on voit surtout, ce sont des personnes qui, parce qu'en fait, elles ont eu des enseignements sur la méditation qui n'est pas de la méditation, avec différents types d'applis, etc.,
qui ont développé la compréhension, en fait, je ne peux pas méditer. Donc, et le problème est qu'il y a un manque de compréhension sur ce qu'est la méditation. Donc, vous parlez de la mindfulness, qui est un premier niveau TCC de 3e vague, et qui vise à associer moi, cette pensée, à l'inaltérabilité, la vastitude en fait de notre pouvoir de perception. Donc au lieu de penser moi sur le corps, on va penser moi sur le deuxième aspect qui est ce pouvoir de perception complètement vaste, illimité, qui est par nature résilient puisqu'il n'a jamais été détruit ou abîmé par quelconque tempête émotionnelle que ce soit. Et donc le fait est que certaines personnes, par mauvaise compréhension de ce qu'est la méditation, vont se dire « Ah non, mais moi, en fait, rester assis à ne rien faire, je ne peux pas. » Et puis alors, du coup, je suis tout le temps en train de faire. Alors là, c'est leur torture. Évidemment, c'est la torture de faire ça, puisque ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ou j'arrive pas à me détendre, etc. Mais en fait, se détendre, faire de la relaxation, n'a jamais été un acte de changement de perspective. Juste, on décharge pendant un temps. Et alors, c'est sûr que des fois, on n'arrive pas. Alors, on souffle sur l'aspiration, soufflons, se détendre. Mais le problème est toujours le même. On n'a pas changé de perspective, donc on n'a pas médité. Donc, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir reconsidérer ce qu'est réellement la méditation. Donc, tous les niveaux TCC 3e vague pourraient avoir pour définition que méditer, c'est familiariser notre esprit avec des états d'esprit vertueux, c'est-à-dire des manières de voir, de concevoir et de désirer qui ont tendance à apaiser l'esprit, qui ont cette propension-là. Et simplement pour donner un dernier élément que je trouve très amusant, c'est que le professeur William Van Gordon, qui est un grand expert dans les TCC de 3e vague, parle de Mac Mindfulness, en référence au McDo, pour parler de cette culture actuelle de avoir diffusé de masse la méditation en enlevant cette substance essentielle qu'est la méditation, à savoir l'identification correcte de soi. Et donc, c'est encore une fois, moi, en insécurité, qui essaie d'accueillir les sensations émotionnelles. Donc, c'est impossible, c'est une torture même. Donc, voilà, cette diffusion de masse, si il n'y a pas de base, un travail méthodique pour comprendre ce qu'on est en train de faire, alors on est juste en train de maintenir une représentation de soi incorrecte. Donc, ça ne sert à rien, en fait. D'accord, donc il y a encore un peu de pédagogie à faire sur ce sujet-là. Alors, monsieur, et puis ensuite madame, et ensuite là-bas. Alors, allez-y. Sinon, le micro, c'est moi qui l'avais dans les mains. Je veux bien le Pardon, passer, je ne vous avais pas vu. Allez-y. Alors, en fait, moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est vraiment plus un témoignage assez court, hein, mais déjà pour remercier toutes les personnes qui organisent ce forum, parce que pour la petite histoire, donc moi j'ai habité ici pendant 30 ans et la première fois où j'ai assisté à un forum d'une envergure pareille, c'était à la Cité de la Science à Paris. Et je suis patiente. Donc il a fallu que je me déplace, que je sois suffisamment assez bien pour me déplacer, faire déplacer ma famille, etc. Et c'était en 2017. Et ça a changé ma vie, ce forum-là de 2017. Je suis un peu émue, pardon. Parce que j'y ai appris énormément de choses. J'ai pu rencontrer, comme vous êtes tous là, énormément de professionnels. Petit bémol quand même, c'est que j'ai tendance à dire que vous vendez du rêve et que tout n'est pas accessible, c'est ce qu'on disait. Donc j'ai grandi 30 ans ici, j'ai vécu 1 an à Montpellier. J'ai jamais pu accéder à ce que vous racontiez parce qu'il y a des délais d'attente, parce qu'une fois qu'on y accède, on ne rentre pas forcément dans les cases pour pouvoir participer. C'est ce que vous disiez, c'est peut-être trop tôt, trop tard, etc. Et maintenant, j'habite en Haute-Loire, donc je suis suivie sur Saint-Étienne. Donc c'est assez marrant de voir un peu. Et surtout, au-delà d'être patiente, donc moi j'ai été diagnostiquée bipolaire il y a 10 ans. Et entre-temps, je me suis formée pour être père aidante en santé mentale. Donc je suis une actrice, pas comédienne, mais du coup j'ai fait le DU père aidance à Lyon. Et tout ça pour dire qu'il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais réagir et plein de choses sur lesquelles je suis 100% d'accord avec vous et plein d'autres choses donc, qui donnent beaucoup d'espoir. J'espère qu'il y en a plein qui sont passés dans la salle des espoirs. Mais aussi, il y a une grosse disparité d'une région à une autre. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que par mon parcours... Pardon. Prenez votre temps. J'attends un bébé, alors on va dire c'est les hormones. Voilà. C'est aussi la bipolarité, ou peut-être les deux, je ne sais pas. Mais par mon parcours, j'ai été dans 3 régions différentes et on n'est pas du tout soigné pareil d'une région à une autre. Voilà. Moi, heureusement que j'ai atterri en Haute-Loire, rétablie, père aidante, parce que sinon, là-bas, comme vous dites, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas
de pédopsie. Enfin, c'est pas pareil, quoi. Et en fait, je pense que la santé mentale, elle va pas si mal. Mais il faut, entre guillemets, déjà être bien et au bon endroit et avec les bonnes personnes et avec le bon porte-monnaie et avec tout plein de choses. Là, vous parliez des applications et puis tout ce qui va arriver. C'est formidable. Mais c'est formidable si on va déjà bien, si on a déjà le bon traitement, enfin, si on est déjà avec une certaine capacité. Moi, j'ai plein d'amis à moi qui ont le même diagnostic que moi, qui auraient pu avoir la même chance que moi de se marier, d'avoir des enfants, etc., mais qui ne sont jamais sortis des chambres d'isolement, de la contention, etc. Pardon. Parce qu'au départ, ils n'avaient pas accès aux soins. Ils n'avaient pas déjà la même personnalité, le même entourage. On parlait de l'entourage avec Pro-Famille. C'est génial, mais faut-il encore que la famille dans laquelle on est tombé accepte d'y aller? Parce que c'est connu. Mais entre c'est connu et on veut le faire, il y a un monde. On parlait du burn-out au travail, on parlait de... c'est bien parce que ça évite, si on participe à ces programmes, ça évite plein d'autres choses à côté. Mais pour participer à ces programmes, comme diraient mes parents, il faut déjà plus travailler soi-même parce que c'est sur des temps, souvent, où les gens travaillent. Les parents des enfants de 15 à 25 ans, souvent, ils sont encore salariés, pas tous, hein, mais du coup... c'est difficile pour eux, enfin en tout cas pour mes parents c'était ça, d'aller participer à ce type de programme. Et en fait, il y a plein de choses de tout ce que vous avez dit qui sont formidables, mais entre la réalité, enfin entre ce que vous dites et la réalité, et dans certaines régions, etc., c'est tellement utopique ce que vous racontez, ça fait presque... c'est triste, tellement ça peut être à des années-lumière de ce qui se passe. Voilà. Et comment on va faire remonter l'info et accéder aux soins ? Et comment c'est nous, voilà, effectivement, patients. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Hein. Je suis venue exprès de la Haute-Loire pour. Bon, j'ai vu ma famille et tout, mais ça me tenait très à cœur parce que c'est vraiment en étant les patients qu'on peut parler à d'autres patients, parler à d'autres familles, parler à d'autres médecins, de leur dire voilà, moi à Cannes, il se passait ça. Je veux qu'il se passe ça. Merci de votre témoignage. Est-ce que vous pouvez passer le micro au monsieur? Est-ce que je peux répondre juste pour l'aspect psychothérapie ou pas? Alors, je voulais juste rajouter pour répondre à votre question. Merci d'avoir parlé de Pro-Famille. Il ne marche pas mon micro aussi. C'est le soir pour que justement les personnes qui travaillent puissent venir après leur journée de travail faire un groupe de psychoéducation familiale. Non, mais au départ, c'est censé être que le soir pour justement accompagner quand on travaille et avoir effectivement encore une soirée occupée. Donc oui, je milite, c'est le soir. Professeur Henry. Oui, moi je voulais juste vous remercier pour cette prise de parole. Voilà, et bravo pour votre engagement en tant que père aidant. Voilà, merci. Et aussi, je pense que les familles, évidemment, doivent être proactives pour que l'accès aux soins soit amélioré, mais vous aussi, les professionnels, vous êtes en première ligne sur ce sujet-là. Monsieur. Oui, bonjour. Merci encore pour votre témoignage, effectivement, qui rejoint un petit peu ce que je pense. On entend des très belles choses depuis ce matin. Je trouve ça hyper intéressant. On s'aperçoit que dès la plus jeune enfance, presque les nourrissons, il faudrait s'interroger un petit peu là-dessus. On a été jusqu'à la gériatrie, et je pense que c'est Madame Dominique Villard, je ne vais pas écorcher votre nom, parlait de psychoéducation. Et en fait, je pense qu'en France, on est très bon, on fait des forums, on fait des très belles recherches, on sait mettre des choses en place quand on veut gagner une Coupe du Monde de football. Mais en revanche, je ne sais pas si on a envie d'une max santé alimentaire, une max santé mentale. Mais est-ce que la psychoéducation, est-ce qu'on ne devrait pas intégrer ça justement dans l'éducation dès le plus jeune âge, avec des stades de compréhension qui évolueraient? Je pense qu'il y a des enfants en primaire à qui on pourrait expliquer des choses. Je pense qu'il y a des enfants au collège et au lycée et ainsi de suite, à qui on pourrait expliquer des choses et ne pas attendre que les gens soient malades, parce qu'on considère ça comme ça encore, pour s'en occuper. Je pense qu'il y a des gens qui découvrent, je finis la thérapie à la quarantaine, et avec des parcours de vie, des masques sociaux qu'ils ont portés, et moi, je rejoins ce que vous disiez, qui est complètement dupé, quoi. Voilà. Merci. Ça existe, ça commence à exister, les programmes de
alors voilà, ça y est, j'ai bugué. Psychoéducation, voilà. J'avais psychothérapie dans la tête, c'était pas le bon mot. Dans les établissements scolaires, hein, ça commence. Oui, alors c'est vrai que nous, en tant qu'association, on est très présents au niveau des collèges, des lycées, parce qu'on sait justement que la déstigmatisation, c'est important, parce que la stigmatisation, c'est le premier frein à l'accès aux soins. On sait aussi que l'information, la sensibilisation, savoir repérer les premiers symptômes, oui, c'est important de prévenir, c'est important d'agir le plus tôt possible. Donc oui, on a tous un rôle à jouer, associations, soignants, aidants. On est là aujourd'hui pour ça, pour trouver quels sont les besoins, quelles sont les solutions aussi qu'on pourra apporter. Le livre blanc servira à ça. Il sera proposé et je pense que c'est à partir de là qu'on pourra construire des choses. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où quelque chose fonctionne quelque part, eh bien, on peut le reproduire ailleurs. Et le but, c'est ça aujourd'hui. C'est si ça fonctionne et ça se fait quelque part, eh bien, on pourra le reproduire ailleurs. Après, il faut juste coordonner les choses, juste qu'on fasse lien tous ensemble. On est là pour faire forum. Alors profitons-en aujourd'hui, échangeons. On est là pour ça. Voilà. C'est la première fois, je pense que ça se passe en France. C'est la première fois où on a cette possibilité de tous se retrouver autour du même sujet. Eh bien, allons-y. Alors, professeur Fakra, et puis après... Ok, ça marche. Oui, j'avais une réaction par rapport à ces propos sur ce que certains d'entre vous vivent ici, c'est-à-dire le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui existent, mais qui sont en fait relativement peu diffusées et peu accessibles. Et je pense qu'effectivement, on a beaucoup d'innovations en psychiatrie en France, beaucoup de talents, mais on a aussi une grosse problématique d'implémentation des innovations. Et c'est vrai que j'avais eu la chance il y a quelques années d'aller dans un programme d'échange au Danemark. On parlait des dispositifs d'intervention précoce et d'accès aux soins rapides que j'évoquais ce matin. Le ministère de la Santé disait nous, au Danemark, on est des gens assez pragmatiques. Quand quelque chose marche, qu'il est prouvé, qu'il est répliqué, on le fait. Et c'est vrai que, et à partir de là, le gouvernement donne des directives assez claires sur la nécessité de déployer dans l'ensemble de son territoire ces innovations. Alors évidemment, on est sur un pays de plus petite taille, c'est beaucoup plus facile, mais il y a très certainement des enjeux forts de pilotage, puisqu'on a toute une série d'interventions, que ce soit en termes d'organisation de soins ou de disponibilité de techniques. On sait que ça fonctionne, mais il faudrait probablement avoir des directives plus claires pour l'accessibilité à l'ensemble des citoyens. Ça, c'est vraiment quelque chose. On est beaucoup plus, finalement... beaucoup de choses reposent sur des initiatives avec des leaderships locaux. C'est un gros problème. Merci. On va essayer de faire des réponses plus courtes, si c'est possible, pour laisser plus de place avec la salle. D'abord, professeur Fakra, s'il vous plaît, et après, voilà. J'étais le premier en ligne. Donc, merci beaucoup pour les deux interventions qu'on a entendues. Et pour moi, c'est vraiment des questions aussi de santé publique, au-delà de ça. C'est-à-dire que ça pose la question, d'une part, de la couverture des soins et de l'accessibilité des soins, d'autre part, de la diffusion des connaissances de soins auprès des usagers, des personnes en ayant besoin, et puis troisièmement, la question de la prévention. Et c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, en fait, la santé mentale, la psychiatrie, c'est le premier coup de l'assurance maladie. Enfin, c'est colossal. Pourquoi ? Parce que les personnes arrivent très tardivement dans les soins, et dans des conditions que vous avez parfois dans des conditions, même souvent dans des conditions que vous avez évoquées. Donc c'est vraiment catastrophique. Donc oui, nous avons un système qui est très peu articulé entre le public, l'offre publique et l'offre privée. Oui, cette couverture de soins sur le public, qui est donc destinée à tous, se fait sur un aspect populationnel, mais qui ne va pas au fond des choses. Et je pense que c'est beaucoup plus une organisation territoriale que populationnelle, c'est-à-dire que ça ne prend pas vraiment en compte les populations en fonction des vulnérabilités propres et des caractéristiques des différentes personnes.
Et donc, c'est vraiment un frein. Et effectivement, c'est très inégal dans l'application même des techniques ou des propositions qui peuvent être validées pour des questions non seulement de ressources propres, mais également de choix. Et la dernière chose, c'est la prévention. C'est absolument capital. Effectivement, intervenir dès le système scolaire, on sait que beaucoup d'éléments se mettent en place en psychiatrie par des traumatismes ou par une information qui peut être diffusée dès ce stade-là. Et c'est là que ça commence, la prévention et l'accessibilité aux soins. Vous avez entièrement raison. Merci. Heureusement que j'ai dit de faire court. Alors, je vais essayer de faire court. Oui. Donc, juste pour enfoncer le clou, moi, je suis spécialiste du bien vieillir. Donc, je suis en aval. Donc, moi, je suis l'échec de la médecine, puisque je suis gériatre. Donc, dans l'espérance de vie en bonne santé, la génétique, c'est 10%. La médecine, nous tous, là, c'est 10-20%. 70% de notre espérance de vie en bonne santé, c'est des déterminants environnementaux et culturels. Donc, en fait, ça a été évoqué tout à l'heure, la discussion sur le Nutri-Score actuel est plus importante que tout ce qu'on vous raconte aujourd'hui. Et le budget français de prévention, c'est moins de 5% des dépenses de santé. Donc, ce que vous dites est non seulement vrai, mais c'est très déprimant. Et moi, souvent, je dis, mais je ferais mieux de démissionner et d'aller faire le tour des écoles primaires. Probablement que mon impact en termes de santé publique serait infiniment plus efficace que de m'occuper de 20 lits de post-urgence. Et pendant la Covid, on a parlé beaucoup de réanimation, beaucoup des urgences. Mais encore une fois, la réanimation, c'est l'échec de la médecine. Le bloc opératoire, c'est l'échec de la médecine. Le médicament, c'est l'échec de la médecine. C'est clair pour tout le monde pour le tabac, mais c'est vrai pour toute la médecine. Bien sûr que c'est mieux de prévenir le tabagisme que de traiter des cancers. Mais c'est vrai pour tout. C'est vrai en psychiatrie, c'est vrai en cardiologie, c'est vrai en diabétologie. Donc, ce que vous dites, en fait, c'est qu'on ne sert pas à grand-chose et vous avez raison. Alors, non, quand même. Alors, on pèse pour 20%. Merci. Oui, alors, attendez, on va essayer de... Voilà, il y a quelques applaudissements. Est-ce que je peux prendre la parole 2 minutes? Oui, oui. Je ne sais pas si vous m'entendez, je vais prendre la parole 2 minutes, je me permets de vous interrompre pour vous dire 2-3 petites informations. La première chose, vous êtes ici dans une salle emblématique qui est celle du Festival du film, hein, où se déroulent aussi les travaux des Césars. Et si je vous dis ça, c'est quoi de mieux que pour déstigmatiser la santé mentale et les personnes concernées que d'être dans des espaces aussi lumineux, porteurs de vecteurs médiatiques que des endroits comme celui-ci. Et je suis venu vous dire et vous interrompre quelques minutes très brèves que tous, toutes, nous pouvons penser à un de nos proches. Évidemment, moi je pense à mon frère qui a un trouble schizophrénique ou à ma maman qui a un trouble bipolaire. Nous sommes là pour eux. Vraiment, nous sommes là pour eux. Tout le reste, c'est du décor et c'est de la com. Nous sommes là pour eux. Donc chacun d'entre vous ayant une pensée forte, parce que dans cet univers de notre chaîne humaine, je suis sûr que ça fonctionne d'être relié. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est mobilisez-vous. www.psychodon.org. Les consultations citoyennes sont en ligne. On l'a déjà dit ça. Et il faut participer, parce qu'on en a besoin. Et si Valérie vous l'a déjà dit, c'est que vous l'avez entendu, parce que le livre blanc de la santé mentale, vous en avez parlé aussi, oui. Il sera publié en janvier 2026. Et l'important, c'est que ça vienne de chacun et que vous ayez vraiment pris part à tout cela. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de vos participations. Vous êtes tournés en ce moment, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur YouTube. Vous êtes ensuite enregistrés, ces propos seront repris et partagés sur les réseaux sociaux tout au long de l'année. Bravo, bravo à vous tous et merci de votre engagement. Alors, je voudrais juste que les personnes qui voulaient parler lèvent la main pour qu'on vous repère. Donc, il y avait vous, les deux personnes là et puis madame là. Alors, avant de vous donner la parole, docteur Mouchabak. Je vais faire très bref parce qu'on parle pas mal d'argent, mais je vais revenir moi sur mon thème. Je pense que l'IA est un game changer. Je vous montre juste une chose pour vous montrer que le soin va coûter moins cher et c'est probablement une des solutions. Ce téléphone que j'ai dans la main, qui va un peu augmenter avec les frais de douane là récents, mais bon, imaginez-le en 1980. On sait que je le prends, je me téléporte, je le vends. À votre avis, combien je le vends ? 250 millions d'euros, c'est le tarif que j'ai fait calculer. Ce qui veut dire que nous avons dans notre poche quelque chose qui valait 250 millions d'euros il y a quelques années. Ce qui veut dire que les soins, justement, avec tous ces outils, vont
subir le même levier que toute la production avec l'IA, c'est-à-dire la commodisation, ça va coûter moins cher. Et je pense que ça, c'est une véritable opportunité qui doit nous rassurer un petit peu, parce qu'il y aura une baisse du coût du soin grâce à ça. Voilà. Ah, quand même, quelque chose d'un peu moins déprimant que ce qui vient d'être dit. Alors, d'abord madame, et après vous, monsieur, d'accord? Alors, oui, le micro, il n'arrive pas. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais revenir sur la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie qui est assez répandue aujourd'hui, hein, comme vous l'avez dit. Dans certaines familles, ça se produit sur plusieurs générations. Donc peut-être qu'il y a un effet génétique, hein, je ne suis pas médecin, hein, je pose la question. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui en France, pour des générations les plus jeunes, de faire des tests pour savoir s'il y a une prédisposition ou pas? Si oui, est-ce que ces tests sont accessibles et comment peut-on y accéder? Merci. Alors, effectivement, il y a des formes génétiques familiales d'Alzheimer liées à l'allèle APOE4, c'est très particulier, assez rare. C'est des Alzheimer généralement relativement précoces, vers l'âge de 60 ans, souvent de lignée féminine. En revanche, la maladie d'Alzheimer est tellement répandue et la prévalence est tellement élevée au-delà de 80 ans que typiquement avoir sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère qui ont eu un Alzheimer au-delà de 75-80 ans n'est en rien un facteur de risque. Donc c'est une maladie tellement répandue dans le grand âge qu'il ne faut surtout pas vous inquiéter si jamais dans votre famille vous avez de nombreux cas. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, oui, on a des diagnostics de plus en plus précoces. Alors actuellement, le gold standard, c'est l'examen clinique, l'interrogatoire. Généralement, on fait une imagerie cérébrale, une IRM, et qui sert surtout à écarter d'autres diagnostics. Et après, de plus en plus, on fait des ponctions lombaires pour doser les fameux biomarqueurs liés à la protéine Tau et à la protéine amyloïde. Et de plus en plus, il y a des marqueurs sanguins qui sont validés, qui permettent des diagnostics précoces. Alors, après, très honnêtement, moi, je vais en rester là, parce qu'après, l'intérêt de faire un diagnostic très précoce, c'est très discutable. Qu'est-ce que vous voulez en faire? C'est ça ma question. Sachant qu'il existe aujourd'hui, indépendamment des traitements curatifs ou pas, on pourra en débattre aussi, il existe de nombreuses interventions qui ont démontré l'efficacité pour retarder, voire éviter la maladie d'Alzheimer. Et on va retomber sur les mêmes choses, sur l'activité physique, sur la nutrition et sur la sociabilisation. Vous savez, avant, quand vous allez chez votre médecin, il vous demandait juste l'attention, etc. Il se moquait complètement de votre contexte de vie sociale. Et bien, encore une fois, le nombre d'interactions sociales, leur fréquence, leur qualité, maintenant, c'est reconnu comme un déterminant de santé majeur et comme un facteur protecteur contre la maladie d'Alzheimer. Et ça n'a rien d'étonnant. Quand on ne se sert pas d'un organe, il dépérit, ben, le cerveau, c'est valable. Merci, docteur Florian. Oui, alors juste un petit mot. Donc ces interventions qui permettent de prévenir, retarder, ou en tout cas faire que quand les symptômes arrivent, ils sont peut-être moins intenses et moins durement vécus, se pose aussi la question de l'accessibilité, toujours cette même question sur le territoire. Et donc je pense que c'est un vrai sujet. Et deuxièmement, sur la maladie d'Alzheimer, elle rejoint la psychiatrie au moment où ce qu'on appelle des symptômes psychocomportementaux se manifestent. C'est-à-dire on a les atteintes de la mémoire, mais quand la maladie évolue, on va avoir peut-être, on en parlait tout à l'heure, de l'anxiété, peut-être des idées délirantes, peut-être des hallucinations. Et à ce moment-là, la gériatrie rencontre la psychiatrie ou inversement. Et là, il y a un vrai sujet de santé publique et à mon avis de mobilisation politique, c'est qu'on sait que les interventions dites psychosociales, c'est-à-dire non médicamenteuses, sont efficaces également sur ces symptômes. Alors même qu'en France, comme dans d'autres pays, c'est pas que en France, on prescrit énormément de traitements médicamenteux et qui ont évidemment des effets indésirables chez la personne âgée fragile importants. Et ça, on arrivera à résoudre cette question complexe que par la promotion de lieux un petit peu différents. Par exemple, dans les Landes, il y a ce qu'on appelle les villages Alzheimer, ça a été répliqué. Ensuite, il n'y a peut-être pas que l'expérience, le village Alzheimer. Il y a une tentative de réplication, je crois, en ce moment en Alsace et en Bretagne, je crois, qui sur une organisation architecturale différente, une organisation humaine différente, essaie de diminuer la part de prescription des traitements médicamenteux. Je crois que c'est une expérience parmi d'autres, avec des avantages et des inconvénients, mais je crois en tout cas qu'il y a une mobilisation presque politique sur cette question qu'il faut avoir. Merci, monsieur.
Oui, écoutez, je vais être un peu polémique peut-être, mais je suis surtout candide. Et je voudrais d'abord féliciter la psychothérapeute qui est à l'autre bout et qui m'a beaucoup impressionné, même si je n'ai pas trop compris ce que vous avez dit. Mais non, vous êtes sur un bon chemin, vous êtes sur une bonne voie. Bon, par ailleurs, je me pose la question, polémique effectivement, mais je reste candide. Est-ce qu'on doit finalement confier sa santé mentale à un psychiatre ? Parce que, bon, je vois Forum national de la santé mentale, j'ai plutôt l'impression d'assister à un Forum national de la psychiatrie. Ouais, très bonne remarque, monsieur. Or, il y a des mots que je n'ai jamais entendus, aussi bien dans la première intervention que dans la deuxième. Et moi, je crois beaucoup à l'apport des arts. Et là, les arts n'ont jamais été évoqués. Les arts avec un S, hein, plusieurs arts. Le mot mort, le mot sexe, tout ça a été occulté. Alors que finalement, l'individu, et la vie même, le mot vie, je n'ai pas entendu. Alors que tout ça est relié à ces 4 mousquetaires, les 3 mousquetaires. Voilà. Le problème de l'homme, et de la femme, et de l'enfant, même l'adolescente, il est dans une position d'éveil vis-à-vis de la vie. Le Seigneur, il est dans une position d'éveil vis-à-vis de la mort. C'est le même problème. Merci, voilà. Monsieur. Merci. Alors, c'est un peu faux ce que vous dites quand même, parce qu'on a quand même parlé beaucoup de santé mentale dans la première table ronde. Excusez-moi, j'ai une dernière remarque. Allez-y. On n'a pas non plus parlé de la perte des neurones. C'est un problème, là, médical, terriblement médical. Je n'ai pas entendu cela, non. Alors, peut-être sur la santé mentale et la psychiatrie, c'est vrai que c'est un sujet quand même, parce qu'il y a une petite confusion entre les deux, et ce n'est pas la même chose. Oui. Bon, il y a la santé mentale, il y a la psychiatrie. La psychiatrie, c'est la discipline médicale qui s'occupe du soin des troubles psychiques, des maladies mentales, des troubles psychiatriques. La santé mentale, c'est un élargissement de la focale. Donc, tel que l'OMS l'a défini, l'OMS dit que la santé mentale, c'est un état de bien-être. Un état de bien-être, après, il y a une longue définition. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas avoir de population en bonne santé mentale si on n'a pas une psychiatrie en bonne forme, premièrement, à mon avis. Et deuxièmement, si la psychiatrie ignore l'enjeu ultime de la santé mentale, elle passe à côté de son objectif. Donc l'un et l'autre sont complémentaires. Je vais vous répondre au moins sur la première partie, c'est-à-dire sur les arts. C'est un peu ce qu'on disait dans la première table ronde. En effet, la santé mentale est sociétale. Et donc, elle implique forcément de la transversalité, à la fois avec les sciences humaines et sociales. C'est plutôt ce qu'on a discuté dans la première table ronde. Mais on aurait tout à fait pu parler de l'art-thérapie, de la prescription de musées, comme ça se fait dans certains pays, de la place du beau dans le soin des troubles psychiques, on peut le dire aussi. Et donc, c'est un sujet passionnant. Sur la mort des neurones, je ne sais pas. Mais la mort des neurones... Pardon. Oui, allez-y. La mort des neurones, ça rejoint les pathologies neurodégénératives. Donc que ce soit Alzheimer ou autre, Alzheimer est la plus connue, on s'en sert un peu comme étendard, mais il y en a beaucoup, des pathologies neurodégénératives. Et effectivement, alors c'est des maladies qui sont mal connues. Alors Parkinson, les pathologies vasculaires suite aux AVC, c'est bien connu. Alzheimer, démence à corps de Lévy, etc., ça reste quand même malgré tout assez mal connu. Et ce qu'on disait, c'est vraiment la difficulté quand la pathologie psychiatrique et neurodégénérative s'intrique, où là, vraiment, on a un défect de connaissance, pour dire les choses clairement. Et effectivement, typiquement, il y a des gérontopsychiatres très compétents dans certains CHU, mais bon, je rejoins le débat sur l'accès aux soins. Je veux dire, clairement, l'immense majorité des Français n'y ont pas accès. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit la dame tout à l'heure. Dans les congrès, dans les forums, on parle de prospective. Et généralement, les intervenants sont des gens qui s'intéressent à la prospective, à la recherche, etc. Et moi, je vais souvent parler d'IA, de télésanté dans les forums, et quand je reviens au CHU, j'envoie des fax. Donc, bien sûr qu'il y a un décalage énorme, mais heureusement qu'on se soucie de la prospective, quoi. Alors attendez, professeur Chantal Henry, après on va donner la parole à d'autres patients ou d'autres personnes dans la salle. Alors ici, il y a plein de gens locaux. Hein. Oui, non, mais à la tribune aussi, il y avait des gens locaux. Ouais. Un local par table. Un local, voilà.
Alors, merci. Nous, on est anti-bois. Je suis anti-bois. Bon, ben voilà, vous avez trouvé votre local. Alors, je voudrais juste donner la parole à Chantal Henry et après à Déborah Decasse. Oui, juste pour revenir, pour renforcer ce que vous avez dit, bien sûr, sur la santé mentale, les psychiatres, ça s'occupe effectivement des pathologies psychiatriques. On a peut-être, pourtant, il me semble qu'on a donné une espèce de vision un peu globale. La psychiatrie, c'est pas que donner des médicaments, c'est une vision, une prise en charge tout à fait globale. Et c'est pour ça qu'il y avait à cette table différents types de prise en charge. Mais je pense qu'on se pose pas la question quand on va chez un cardio. Donc oui, franchement, je pense que c'est extrêmement important quand on a un trouble psychiatrique, une maladie mentale, d'aller le plus rapidement possible vers un psychiatre. Vraiment. Alors, Déborah Decasse. Oui, je voulais juste préciser qu'il n'y a pas une séparation entre, d'un côté, malade et de l'autre côté, complètement séparé, la santé mentale. C'est comme un continuum. Et de ce point de vue-là, le travail là, dont je parlais sur la représentation de soi avec les TCC troisième vague, juste pour l'information, c'est 1500 patients qu'on accompagne chaque année qui couvrent toute la région Occitanie. Donc il y a une accessibilité importante, mais effectivement, ça a dû se développer avec le temps. En fait, du point de vue de cette représentation de soi, que l'art, le sexe et tout ce que vous citiez, il faut savoir qui est-ce qui les met en place. Nous, on a des populations de personnes avec troubles borderline pour qui l'art, si c'est de leur point de vue d'identification incorrecte, avant de faire le travail, c'est l'art pour remplir le vide, ou c'est le sexe pour se shooter, avoir des sensations agréables. Alors que tout ça peut être transformé depuis le fait de « je m'identifie maintenant à une ressource intérieure de bien-être, donc je vais déjà bien, je suis déjà en sécurité par rapport aux expériences de la vie, et là maintenant je vais pouvoir utiliser l'art pour la créativité, pour exprimer mon potentiel bénéfique, je vais pouvoir utiliser le sexe juste pour me relier, pour avoir des relations affectives spéciales avec telle ou telle personne. Donc il faut savoir qui utilise ces différents objets. Ces objets n'ont aucun pouvoir en soi en fait. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, le micro, est-ce que quelqu'un sait où est le micro ? Ah, il est là. Alors, monsieur, oui, c'est vrai, j'ai failli vous oublier. Donc, bonjour. Donc, moi, j'ai assisté à un ciné-débat. Et dans le ciné-débat, il y a un psychiatre qui a pris la parole pour dire que 80% de ces patients avaient eu un psychotrauma dans leur enfance. Voilà. Donc, ceci m'amène à m'interroger sur la violence proprement dit. Donc, est-ce qu'il y a des études sur la violence et la santé mentale ? Et ensuite, deuxième question, c'est si les 10 thèmes d'aujourd'hui sont sur le livre blanc du psychodon, pourquoi n'y a-t-il pas effectivement une conférence sur la violence aujourd'hui ? Merci, monsieur. Alors, première question, est-ce qu'il y a des études sur la violence ? Sur les répercussions de la violence. En tous les cas, sur les traumatismes infantiles, il y en a énormément et on sait que ça peut participer à un déterminisme des pathologies, mais de toute façon, on sait aussi que ça entraîne une sévérité beaucoup plus grave de toutes les pathologies. Donc c'est pour ça qu'on parle en général de gènes environnement dans le déterminisme, donc dans le début de ces pathologies. Et de manière incontestable, il y a énormément d'études qui montrent effectivement l'impact des traumatismes dans l'enfance, ou en tous les cas précoces. Alors, ce qu'il y a, ce n'est pas forcément des traumatismes extrêmement violents. Souvent, on pense à des agressions sexuelles dont on parle beaucoup, mais ça peut être aussi de la négligence, en fait, et des choses beaucoup plus chroniques qui vont entraîner une vulnérabilité aussi qui émergera à l'âge adulte. Deuxième partie de la question, Christine Villon. Pourquoi donc n'y a-t-il pas de table ronde sur la violence ? Alors, nous avons sélectionné 10 priorités qui ne sont pas uniques. Bien sûr, il y a d'autres priorités, mais il fallait en sélectionner 10. C'était aussi en fonction des intervenants, des personnes qui participaient. Donc, 10 thématiques prioritaires. On établit le livre blanc. Aujourd'hui, on démarre avec ces 10 thématiques-là. Mais bien sûr, tout au long de l'année, il y aura d'autres thématiques qui seront abordées et on aura un amalgame de tous les événements du psychodon. Donc, suivez le psychodon www.psychodon.org tout au long de l'année. Vous aurez des événements et d'autres thématiques éventuellement, comme celle-ci, ou bien comme la santé mentale au féminin. D'autres thématiques seront abordées qui sont tout aussi importantes, mais bien sûr, on ne pouvait pas toutes les aborder aujourd'hui. Et bien sûr, elles seront prises en compte. N'hésitez pas
à amener vos commentaires, vos réflexions. Et bien sûr, ils seront pris en compte et ils seront suivis. Pardon, et bien sûr, évidemment, que ces traumatismes, il faut les rechercher systématiquement et les prendre en charge. Voilà. Alors, il y avait monsieur et puis madame. Alors, monsieur avec la barbe, voilà, qui... Oui, bonjour. Merci pour toutes les thématiques abordées. Je trouve ça vraiment super. En revanche, aujourd'hui, on est un public d'avertis, c'est-à-dire qu'on vient, on sait pourquoi on vient ici. On est peut-être des professionnels aussi de la santé mentale. En revanche, quelles sont les initiatives pour justement essayer de toucher, pas de manière top-down, en allant dans les collèges, dans les lycées, de manière institutionnelle, les jeunes sur les réseaux sociaux? Par exemple, aujourd'hui, le fait qu'il y a un culte du corps, ou en tout cas de la santé physique, à travers la musculation, etc., qui est vraiment cool. Comment est-ce qu'on fait pour rendre la santé mentale cool et vulgariser auprès des jeunes ces thématiques? Je sais qu'aux États-Unis, ils sont très forts pour le marketing. Il y a des professeurs qui ont des podcasts qui sont très, très répandus. Comment est-ce qu'on fait ça en France ou en Europe, en tout cas? Merci de votre question. Vous pouvez passer le micro à la dame derrière, comme ça, elle l'aura déjà. Alors, qui veut répondre à cette question? Personne. Non, je peux répondre un petit peu. Il y a énormément d'initiatives qui sont faites. Le problème, elles ne sont pas toutes contrôlées. Et il y a une disparité de la qualité de ce qui est proposé. Avec aussi un petit paradoxe. C'est-à-dire que si ce sont des psychiatres qui le présentent, on va se faire tacler. Moi, je vous le dis, pendant le Covid, avec Alexis qui est devant moi, on avait créé une chaîne qui s'appelait Conseil au cerveau confiné, qui était des petites séquences de 2 minutes qui permettaient d'aider les gens sur les sujets. Les premières réponses qu'on a eues, on s'est fait insulter, comme on était faux psychiatres, etc., etc. Ce qui refroidit un tout petit peu. Les réseaux sociaux, ça peut être à double tranchant assez dangereux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un média très important. Moi, je fais une espèce de veille habituelle pour regarder ce qui s'y passe. Bon, vous avez de la psychiatrie ou de la psychologie qui est mise en avant, et pour certains, des approches qui ont 1 siècle et demi ou 2 siècles. Donc, c'est pas toujours de la top qualité. Vous avez raison, il faut qu'on change un petit peu notre fusil d'épaule et qu'on apprenne à communiquer en sachant que mettre du pathos dans nos discours, les médecins ne sont pas tellement habitués à ça. Or, c'est ce qui marche sur les réseaux. Mais il y a un changement de paradigme total là-dessus. Après, il y a un psychiatre qui s'appelle le docteur Victor Blanc, qui travaille sur... Jean-Victor Blanc. Ah, pardon, chez nous. J'ai écorché son nom. Qui travaille sur Pop and Psy, enfin voilà, sur comment dire, qui donne une autre image de la maladie psychiatrique. Voilà, allez voir sur Internet. Avec son festival Pop et Psy aussi, exactement. Qui est en novembre. Donc voilà, il y a quand même des professionnels qui essayent de donner une autre image et qui essayent de faire venir les jeunes en fait sur ce sujet de la santé mentale. Et la prise. Voilà. Guillaume Font aussi. Pardon, et la prise de parole des patients, en fait. La prise de parole de Nicolette de Boran, je pense, a un impact extrêmement fort en expliquant sa bipolarité. La dernière question, ce sera pour vous, madame. Oui, bonjour, effectivement, et félicitations à vous tous pour tout ce que vous proposez et pour les questions posées qui sont intéressantes. On a parlé de l'accès tardif aux soins. Moi, je voudrais évoquer un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais c'est la notion de consentement de la personne qui est malade et qui est souvent, la plupart du temps, adulte. Il y a de plus en plus de personnes qui restent coincées à leur domicile parce qu'ils sont malades, qu'ils ont le syndrome de la peur de l'extérieur, pour beaucoup. Il n'y a pas accès aux soins à domicile la plupart du temps. Pour les accompagnants, c'est terriblement dur. Et malheureusement, pour en conclure à ma question, la plupart du temps, pour avoir accès aux soins, il faut arriver à des situations de crise extrême qui mènent à une hospitalisation pas toujours très facile et je ne suis pas sûre très positive non plus sur tous les points. Il faut bien commencer un jour. Mais comment peut-on commencer un jour avec une façon édulcorée sur des personnes qui n'ont pas la notion d'être malade? C'est le propre même d'un malade. Il ne sait pas qu'il est malade. Et donc, quelle est la part de consentement qu'on peut leur donner? Il faut qu'ils soient consentants pour être aidés. Mais sont-ils au courant qu'il faut qu'ils soient aidés? Merci, madame, pour votre question. Une vaste question. Allez-y.
Oui, c'est vraiment une question passionnante. Et si vous voulez, on a parlé tout à l'heure d'équipes mobiles. Vous voyez, vous posez justement la question de personnes, de proches, on connaît tous ça, dont on se dit, OK, on pense qu'ils auraient besoin d'être accompagnés, mais ça ne se fait pas. Parfois parce qu'ils ne le souhaitent pas, ils ne le veulent pas, peut-être parfois parce qu'ils sont trop éloignés du parcours de soins conventionnel. Et il y a quelques expériences en France d'équipes mobiles qui se spécialisent dans ces situations-là. Et je trouve que ce qu'ils font est absolument génial. En général, ils se rendent au contact de la personne. Et ça commence non pas par parler pathologie, médicaments, hôpital, tout ça, non. On commence par prendre un café. Vous voyez, un café juste pour nouer un contact. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne se fait pas simplement, mais en commençant juste par un petit pas humain, en fait, un petit pas humain, il y a des choses formidables sur du temps long, sur du long cours qui se créent. Et je trouve que ces équipes-là, elles sont vraiment à citer parce que c'est un truc essentiel. Je voulais juste rajouter que ProFamille, c'est un programme de psychoéducation familiale où les parents peuvent venir sans l'accord de leurs proches et ils apprennent les techniques motivationnelles pour justement pouvoir recréer le dialogue et faire en sorte que leurs proches aient envie de venir voir, consulter, éventuellement effectivement en passant par un café et en se faisant aider par les équipes mobiles. Alors, merci madame. Juste pour compléter, la place des médiateurs de santé pairs dans les équipes, c'est une avancée fantastique. Et à Paris, on a en plus la chance d'avoir la Maison Perchée, avec des patients qui sont rétablis et qui ont créé un lieu convivial, c'est un café, pour accueillir les jeunes jusqu'à 40 ans. Et on peut y aller en ligne en plus. Vous n'avez pas droit au café, du coup. Alors, la Maison Perchée, c'est un GEM qui est effectivement réservé aux patients jeunes. Voilà. C'est comme un GEM. C'est comme un GEM, voilà. C'est pas le même système. Voilà. Allez-y. C'était juste pour dire une chose, c'est que là, on parle d'équipes mobiles qui interviennent à domicile, mais depuis des dizaines et des dizaines d'années, il y avait quelque chose qui existait et qui existe de moins en moins, c'est les visites à domicile par les centres médico-psychologiques. Moi, j'en ai fait quand j'étais en zone plus rurale. J'en ai fait quand j'étais à Mayotte parce que je n'avais pas de lit d'hospitalisation. Maintenant, tout le monde sait où se trouve Mayotte. Et donc, on allait chez les gens. J'ai travaillé en Guyane également. Et on allait chez les gens voir comment ça se passait. On essayait de créer ce lien à boire un café avec les patients et essayer de les amener, ceux qui ne demandaient pas de soins, qui étaient effectivement non consentants, mais pas agités, hostiles. Et donc, il n'y avait pas à les forcer à des soins. Maintenant, j'entends bien que pour les familles, c'est extrêmement déroutant de se retrouver avec quelqu'un qui est allongé sur son lit toute la journée, qui ne va pas bien, à l'évidence, mais qui refuse les soins. Et quand on en est à être dans des attitudes effectivement violentes avec les patients, dans le sens où on les contient pour les protéger à un certain moment, bien sûr que c'est un échec. C'est qu'on n'a pas eu parfois suffisamment le temps aussi de les écouter, de prendre le temps de les accompagner. C'est une réalité, mais vous savez mieux que nous, ou aussi bien que nous, que malheureusement, il y a beaucoup de moyens dont on ne dispose plus pour soigner correctement les gens. C'est une catastrophe. Oh, on ne va pas s'arrêter là, parce que là, c'est trop dur. Donc, je vais mettre de l'espoir quand même. S'il vous plaît. On a publié un article récemment sur IA et santé mentale et le temps. Qu'est-ce que nous apportent toutes ces nouvelles technologies au niveau patient, médecin, etc.
la conclusion est que c'est un remaniement de l'organisation du travail et de l'état de soi. Et moi, souvent, on me dit, mais qu'est-ce que tu as gagné avec tout ça? Je fais 2 heures de musique par jour. Ça peut vous paraître anodin, mais j'ai du temps pour moi et j'ai du temps pour les patients. Je suis 10 fois moins stressé et il y a des tas de tâches qui me bouffaient du temps que je n'ai plus à faire et que je redonne aussi aux patients, ce qui nous permet de repenser aussi la modalité du soin. Et ça, c'est l'une des révolutions qu'on va avoir. Il ne faut pas l'oublier, le modèle de soins va changer et probablement réussir à intégrer dans une même unité de temps le passé, le présent, le futur, un peu mieux que la météo, on l'espère. Alors, merci à tous. On va s'arrêter là. Je donne la parole pour le mot de la fin à Christine Villelong. Oui, merci à tous. Merci pour tous ces échanges. Merci pour votre participation. Je vous propose qu'on fasse une petite pause méridienne, qu'on se retrouve à partir de 14h pour les prochaines tables rondes. Profitez de cette journée et n'hésitez pas à faire forum. Vous avez des associations qui sont dans le hall. Vous avez profité des conférences et je vous donne rendez-vous cet après-midi pour la suite du programme. Tout le programme est affiché partout un petit peu dans le palais. Voilà. Merci à tous.